Qu'est-ce qu'on vous propose comme rôle? Et alors pour les hommes maghrébins, il y avait dealer, terroriste. Pour les hommes noirs, c'était genre le mec qui zone en bas de la tour du quartier. Pour les femmes noires, il y avait prostituées, oui, prostituées, aide-soignantes. Pour les femmes asiatiques, prostituées, masseuses. Pour lutter contre le stéréotype de ces rôles et in fine contre tous ces rapports de domination et donc sexuel aussi, parce que c'est pour ça qu'on est là, il faut remonter le fil très loin depuis la prod en fait, depuis les gens qui ont le pouvoir aussi quoi. La parole dans le cinéma français en fait, ou même dans les milieux culturels de manière plus globale, les conséquences que ça peut amener. Ça, genre de gens qui nous ont dit le jour où vous voulez lancer un MeToo musique, vous nous dites etc. Oui, on aimerait beaucoup se lancer aussi là-dessus, faire une suite. Hello, hello tout le monde. Merci à vous d'être là et de vous bagarrer déjà. Parce que tu vois, ici les petits personnages là, c'est les gens du chat. Ils peuvent se battre entre eux. Voilà, ils ont fait une sorte de fight club sous la discussion. Je pense que c'est pas mal hein, de promouvoir la violence en cette période. Sinon, vous savez, il est mort. Ouais, il est mort. Il est mort. Le gars est mort. Le mec est dead, les gens. Bonne fête nationale à tous. À Canet. Après, j'avoue, j'ai fait tellement la fête. J'étais bourré en stream hier. Ah ouais, c'est vrai. En fait, j'ai ouvert une bonne bouteille de rhum, infusé à la vanille que j'avais pas ouvert. Et j'ai dit, vas-y, c'est le moment. C'est clair. Et en fait, je me suis dit, bois un petit verre. Et puis, j'en ai plus qu'un. Faut danser, faut manger, ouais, c'est clair. Ouais, donc voilà. Mais après, il y a des gens qui n'étaient pas contents qu'on soit happy. Genre Eugénie Bastier. Non, là, tu me parles d'extrême droite. Mais il y a des gens de gauche qui disaient, ouais, mais c'est bon, je veux dire, c'est pas parce qu'il est mort que ça n'arrête pas le racisme, je veux dire, à un moment donné. Oui, réel, hein. Oui, c'est vrai, mais on a le droit d'être content pendant une journée quand même. Bah ouais, carrément. On est conscient que les gens. Faut pas arrêter d'être raciste parce que Jean-Marie Le Pen est mort, au contraire. En vrai, je pense que les gens étaient aussi. On était un peu énervés du fait qu'il a quand même clamsé à 96 ans. Enfin, je trouve qu'il a une mort douce quand tu vois tout le malheur qu'il a pu provoquer dans le monde. Bah oui. Vraiment, tu dis, franchement, il y a des morts, il y a des gens qui mériteraient d'être un peu plus bousculés, quoi. Parce que là, c'était entouré de ses siens. C'était quoi le communiqué, genre, est allé à Dieu. Oui. Rappelez à Dieu. Vous êtes sûr, Dieu, vraiment. Ah ouais, j'ai vu, Marine Le Pen, elle a mis genre on t'attend là-haut. Ma soeur, elle m'a dit, comment ça là-haut? Là-haut. Je pense que, franchement, analysez un peu avant de tweeter. Non mais c'est comme Mario Maréchal qui a tweeté Daddy. Daddy on t'a dit. C'est ça qu'on dit. Daddy on t'a dit. C'est Daddy on t'a dit. J'ai dit Daddy, ça m'a fait bizarre Daddy. Quelle horreur. Ça me dégoûte. C'était vraiment une très belle bouteille de jus de pomme Samo. Premier degré, elle avait une belle forme. Ouais, elle était très jolie cette bouteille. Entourée des siens, de ses chiens, c'est la même chose. C'est clair. Non, mais en plus, il n'avait pas des chiens d'attaque et tout, lui. Si. Ouais, c'était un mec. Style un peu Doberman, enfin tout ce qui attire la confiance. Quoi. Ouais, pour attaquer les noirs dans la street et tout. C'est bien, c'est bien. Alors, on n'a pas prévu de faire un stream par Jean-Marie Le Pen, mais on pourrait en parler un peu plus tard. Mais déjà, je pense que vous avez remarqué, donc depuis tout à l'heure, qu'on n'est pas tout seul, comme d'habitude, on n'est pas tout seul. On a des invités. Yep. Est-ce que vous pouvez vous présenter, chers amis? Vas-y. Bah moi ça fait la 3e fois que je viens sur... 3e fois? Oui. La première fois c'était pour le stream populaire. Oui. Ensuite je suis venu m'incruster oui. pour le kit, la sortie du kit Outre-mer. Non, t'avais Furax. Ouais. Quitte Outre-mer. Et là aujourd'hui donc en vrai je suis trop contente de revenir parce que je sais que je m'étais beaucoup amusée et tout avec ta commu et tout. C'était un peu parti en live parce que on avait parlé de House of Dragon. ouais, c'était marrant. Alors maintenant je regrette d'avoir lancé là-dessus quand j'ai vu que ça commence à finir, mais bon tant pis. Alors faut vraiment que tu mettes le micro collé à votre bouche, genre comme ça, genre. Ok, toujours parce comme ça. Parce que il est très directionnel. Okay. Et oui, du coup, les gens, t'avais grave kiffé. Un peu trop d'ailleurs, je tiens à le dire.
C'est ma chaîne, je rappelle. Les gens, je sais pas si. Non mais en vrai tu m'avais grave boosté, tu vois mais vas-y lance-toi sur Twitch et tout et en fait clairement j'étais genre mais j'aurais jamais le temps. Enfin toi tu consacres tellement de temps au Twitch, en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment du taf tu vois, en te voyant tu vois. C'est du taf de donc, ouf. Alors il y a tout un débat en ce moment d'ailleurs parce qu'il y a Kai Cenat qui est un streamer américain qui c'est ça, Estelle la vraie goutte de cette chaîne, voilà, il faut dire. Non mais il faut dire. De toute façon, je vais ban FOMO Slip. 25, faut le dire. Faut le dire les choses. On est là pour se dire les choses. Ma parole vaut cher. Pardon. Et donc donc les donc en fait les gens ils ont kiffé parce qu'en fait il y a ce côté aussi où Twitch c'est un truc un peu solitaire et avoir du monde sur la chaîne c'est toujours plus sympa. Okay. Et concernant le fait que c'est un vrai taf, il y a Kai Cenat qui est un streamer américain qui avait mis un pavé dans la mare en disant bon les gars franchement faut dire la vérité, streamer c'est pas si difficile que ça quand on compare à des gens qui font des métiers plus difficiles machin. Et c'est vrai, de toute façon, c'est moins difficile qu'un truc difficile, c'est sûr. Mais dans les faits, quand t'es sur Twitch, il faut te préparer, quand t'es une meuf, par exemple, et une meuf noire, à te prendre des insultes, à te recevoir des dick pics, à recevoir des trucs que t'as pas envie de recevoir, tu t'affiches, donc les gens peuvent savoir qui tu es. Moi, j'ai déjà eu des gens vraiment très bizarres. Je suis pas une meuf. J'ai dit, je suis pas une meuf, je suis pas noire, j'allais dire. Je suis pas meuf, je suis pas noire. Je suis pas une meuf, je suis pas noire. Et ça... On n'est pas ensemble, hein. Ouais, voilà, non, mais donc moi, j'ai déjà reçu des trucs, des dingueries. Donc, voilà, tu vois, c'est pas si facile, en tout cas, en termes de santé mentale. Mais en tout cas, content de te recevoir. Et donc, on a une toute première invitée. Toute première sur ta chaîne. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que je peux te présenter, Christelle ? Oui, je m'appelle Christelle, du coup. Je suis journaliste comme Estelle. C'est ma première sur ta chaîne Twitch, mais c'est pas ma première sur Twitch. Ouais, j'étais un peu déçu. Ancienne goutte de Twitch aussi. Ouais. Ancienne goutte de Twitch, on va dire ça comme ça. T'étais streameuse, en fait, en vrai. Bon, présentatrice, on va plus... Présentatrice streameuse. Ouais, voilà. Présentatrice streameuse. Ouais, voilà, très bien. Ouais. Non, j'ai fait du Twitch pour Arte pendant 1 an. Voilà, une petite émission de société que j'ai présentée pendant 1 an. Et là, en fait, c'est la première fois que je reviens sur Twitch depuis. Ah, donc quand même, quelque part, c'est une première. C'est quand même une première, parce que ça commence à... On est en 2025, ça commence à faire longtemps, là. Donc, voilà, très contente d'être de retour sur cette plateforme. Voilà. Ouais. Vous en pensez quoi d'ailleurs de Twitch maintenant que toi t'en as fait un petit peu, toi aussi globalement, est-ce que c'est une plateforme qui vous parle de ouf. En vrai, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de formats à explorer, etc. Et puis il y a une liberté aussi. Enfin, nous en tant que journalistes, pour le coup, il y a un certain formatage qu'on a dans nos supports. Enfin, moi, c'est plus l'écrit. Estelle, c'est plus la radio podcast où vraiment c'est très c'est très calibré, il faut respecter un truc et tout. Et sur Twitch, la parole, elle est tellement plus c'est tellement plus libre. Moi, je me souviens quand j'étais sur Arte, sur Twitch, pour le coup, certes, c'était Arte, donc on était bien... c'était bien rodé, il y avait un script, tout ce que tu veux, mais... T'avais un conducteur un peu plus carré. Voilà, il y avait un conducteur carré, j'avais des gens en régie, etc. Mais j'avais quand même une certaine liberté, en fait, tu vois. C'est pas comme si j'étais sur un plateau télé... où t'as 3 minutes pour 3 minutes pour une chronique et machin, non. Ouais. Moi j'adore pour le coup Twitch parce que ça me rappelle énormément les talks de podcast. Comme Christelle le disait, moi je fais du podcast, alors je suis surtout du documentaire pour le coup et je pars souvent en reportage radio et tout, mais en vrai être comme ça avec des gens qui réagissent, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que moi j'aime l'interaction, j'aime énormément le fait de sortir un peu de notre petit confort où on se parle que entre nous dans le monde du journalisme, mais en fait c'est beaucoup d'entre-soi, donc en fait j'aime bien avoir la réaction en live des gens, réagir et tout, donc allez-y, je vous invite tous ceux qui sont là, si vous voulez réagir à ce qu'on dit, notamment par rapport à l'enquête, parce que c'est pour ça qu'on est là. N'hésitez pas, parce que c'est aussi un espace privilégié où voilà, comme on dit, on va se dire les choses. Ouais, on va dire les termes, les gens. Et Alex Gomme qui dit salut, la qualité des invités, bravo Sabo, le travail de Christelle Murula et Estelle Nanjo est tellement pertinent. Bravo, c'est un mot, parle bien. Merci. Vas-y, parle bien, ça veut dire c'est quoi? Fais attention. T'as la pression. Parle bien. Okay. Non, il s'est préparé, Samo. Il s'est préparé. Il a bien bossé. Oui, j'ai préparé parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui préparaient pas trop. Peut-être que c'est mon cas d'habitude. Et donc on donne pas les noms. Non, on donne pas les noms, mais du coup moi je me suis dit vas-y, je prépare.
Je vais dire bonjour un peu au chat quand même. Belle Tonton, Kofi Pint, Fomo Slip, on a eu Alex Gomme, on a Delicateb, Jemon, on a qui d'autre, Smart 13, Yanis, Yats, voilà, je vois plein de petits noms qui s'affichent ici. Salut tout le monde. Et Modem! Salut Emodem, je te vois parmi les personnages en bas. Et salut Iris, salut Hello. à toi. Donc salut à tous, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le contexte de l'enquête finalement que vous avez menée sur ce sujet? En plus, on sourit, on devrait pas sourire, c'est grave comme sujet en plus. Oui, mais Toi, là. moi j'ai pas souri. J'ai pas souri. Tu nous fais rire. C'est ma façon de parler, vous vous moquez de ma façon de parler, c'est pas cool. Mais c'est ok. Non, mais... non, je plaisante. Alors, donc, le sujet du jour, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Le contexte, du coup, Ouais. en fait, il y a plein de contextes pour cette enquête. Enfin, il y en a plusieurs. Donc, le premier, je pense que c'est quand même les différentes prises de parole de Judith Godrèche l'année dernière, c'était il y a 1 an maintenant. Où Judith Godrèche a révélé qu'elle avait été victime de violences sexistes et sexuelles de la part de 2 réalisateurs, Jacques Doyon et un autre, Benoît Jacot. Voilà, alors qu'elle était adolescente. Voilà, donc elle a multiplié les prises de parole qui étaient quand même assez salutaires. Et en fait, ça a donné le là d'un MeToo cinéma en France qu'il n'y avait pas eu à l'époque. Ouais. Parce que le cinéma français... Étant le cinéma français, prendre la parole, c'était très compliqué. Il y a un peu une omerta. Une grosse omerta et très honnêtement, une omerta qui continue d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et en fait, quand même, les différentes prises de parole de Judith Godrèche ont quand même déclenché plusieurs autres prises de parole. Il y a Isil Lebesco, qui est aussi une actrice et réalisatrice, qui a elle aussi dénoncé, je crois que c'était Jacques Doyon. Il y a eu MeToo Garçons aussi, c'était des jeunes garçons qui ont commencé à dénoncer les violences sexistes et sexuelles qu'ils subissaient dans le milieu du cinéma, notamment de la part de réalisateurs. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Et en fait, le truc, c'est que donc toutes ces prises de parole étaient salutaires, etc. Et ça fait du bien. Mais ce qu'on constatait, c'est qu'il restait quand même un angle mort, c'est qu'on voyait très peu de femmes racisées, voire pas du tout de femmes racisées, prendre la parole sur ce sujet-là. Donc là, déjà, ça a été un premier constat. Le second constat, c'est que quand même, Estelle et moi, on évolue dans des milieux journalistiques, mais aussi artistiques, culturels, enfin tout ce que tu veux. Et il y avait quand même des bruits de couloir ou juste des victimes qui essayaient d'alerter sur le fait qu'elles avaient été victimes de viols, d'agressions sexuelles, etc. Des victimes racisées. Autrices, actrices, tout ce que tu veux. Et en fait, il y a le témoignage particulier d'une autrice afrodescendante qu'on a nommée Myriam dans l'enquête parce qu'elle a souhaité garder son anonymat, qui justement a dénoncé le viol présumé qu'elle a subi de la part d'un auteur noir assez connu en France. Et du coup, c'est parti de là, parce qu'elle, en fait, elle avait l'impression de parler encore et encore et encore, sauf qu'elle avait l'impression que personne ne l'écoutait. Et donc, on mélange tout ça et ça donne l'idée que la déferlante a de lancer une enquête en fait, de dire les femmes racisées, leur parole elle est où, pourquoi justement leur parole est soit invisibilisée, soit elles ne parlent pas du tout, ou soit on ne prend pas du tout au sérieux ce qu'elles peuvent dire. Et voilà, c'est ça tout le contexte de cette enquête. Tu veux rajouter quelque chose par rapport au contexte? Ouais, non, c'était, j'ai envie de dire, moi, c'est surtout Christelle qui m'a aussi amenée dans cette aventure, entre guillemets, parce qu'elle fait partie du comité éditorial de la Déferlante. Moi, pour le coup, c'est pas ma première fois que j'enquête donc sur les VSS, et j'avais déjà fait des enquêtes aussi pour Mediapart. Et j'ai bien sûr constaté, comme les actrices qu'on a rencontrées, comme la Déferlante ou Christelle, le fait qu'il y a une omniprésence de femmes blanches qui dénoncent ces faits. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec l'iconisation. Parce que ça génère évidemment des violences, parce que ça crée une influence et un rapport de force. Et dans le milieu de l'art, comme l'a dit Christelle, surtout au cinéma où il y a un côté monstre sacré, en fait c'est vrai que je me suis dit mais en fait il faut absolument parler d'un monstre sacré, d'une grosse tête d'affiche entre guillemets pour que ça sorte. Exactement, pour que les médias en parlent. Là par exemple récemment il y a eu Gérard Darmon
qui a été accusée par, alors je vais pas dire le nombre de femmes, mais ouais, c'est énorme, tu vois. Énorme. Et au final, on ne parle que de Gérard Darmon et beaucoup moins des victimes. Alors après, il y a eu Depardieu aussi, c'était un peu pareil. Ouais, bah oui, non, mais Depardieu, pour moi, c'est l'exemple, c'est vraiment le go, c'est-à-dire que quand tu vois la construction, ne serait-ce que des médiatiques, c'est d'abord, alors, Depardieu, sa vie, son œuvre, et oui, des petites, là, une nana, là, qui vient demander un rôle et qui, effectivement, finit par être violée. Et c'est clair que, enfin, pardon, j'ai l'impression de défendre Mediapart, tu travailles pas pour Mediapart. Il y a pas de problème. C'est juste que quand ils ont pris l'initiative de créer des formats, des interviews, des émissions avec les personnes qui sont donc victimes pour leur donner de l'espace. C'est-à-dire commencer, excuse-moi, je vais plutôt rembobiner avec PPDA. Avec PPDA, en fait, c'est eux qui ont commencé vraiment à créer ces formats en mode, bon, qu'est-ce qui se passe si on arrête de se focaliser sur la personne donc accusée et plutôt sur la parole des personnes qui ont envie de parler aussi. Et en fait, nous, notre enquête, elle est aussi partie de ce postulat-là, en disant, il existe des femmes, on peut les identifier et on veut plutôt mettre en avant ces personnes. Alors évidemment, enfin, on va en parler pendant le stream, mais nous, on a fait notre travail de journaliste de contradictoire, donc on a évidemment essayé de contacter, ou on a réussi à contacter les personnes qui sont mises en accusation. Parfois, les victimes n'ont pas forcément envie de les nommer. Certaines personnes dans l'enquête sont nommées. Et ouais, j'espère qu'on va en parler aujourd'hui, quoi. Alors, je dis hello à tous ceux qui arrivent. Vous avez vu donc un sujet, un contexte extrêmement lourd, hein, évidemment. Il y a Margot dans le chat qui dit que tu dois avoir super peur de te griller dans le milieu du cinéma, en plus si jamais tu dénonces. Et je pense que oui, les personnes racisées dans ce milieu-là, c'est un milieu tellement difficile d'exister, se disent que bon, bah, si je fais des vagues, en fait, ça peut me porter préjudice plus que les autres. C'est clair, enfin, que ce soit, nous on s'est concentré sur le cinéma ou la littérature, mais ce sont deux milieux qui ont l'air d'être assez grands. En fait, ce sont deux milieux qui sont tout petits, où tout le monde se connaît, où en fait chaque personne n'est qu'à 1 degré d'une autre personne. Et en fait, le truc, c'est que nous, ce qu'on a remarqué en écrivant cette enquête, c'est que quand on voit les femmes qui ont pris la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, mais qui l'ont vraiment prise de manière très frontale, que ce soit Adèle Haenel en 2020 ou alors Judith Godrèche l'année dernière en 2024, ce sont quand même deux actrices de premier plan. Judith Godrèche, elle venait de sortir sa série sur Arte. Adèle Haenel, à l'époque, elle avait eu plein de Césars. Enfin, c'était vraiment une actrice de premier plan, multi-récompensée, tout ce que tu veux. Et en fait, elles ont quand même attendu d'arriver à un certain sommet, en fait, pour dénoncer les choses. C'est-à-dire qu'elles n'avaient peut-être plus peur de pouvoir descendre de leur piédestal ou alors d'être complètement silenciées. C'est-à-dire qu'elles étaient arrivées à un moment de leur carrière où vraiment... C'était presque intouchable sur quoique... Ouais, mais non, elles sont pas intouchables. En fait, les d'ailleurs, conséquences... Adèle a dû arrêter sa carrière. En fait, c'est ça, c'est qu'on voit que malgré tout, même si tu arrives à un certain sommet quand tu es une actrice, etc., quand tu décides de prendre la parole, tu vois que t'es pas intouchable de toute manière. Adèle Haenel, aujourd'hui, elle ne tourne plus. Elle a décidé d'arrêter le cinéma. Elle s'est pris un backlash de dingue. Quand elle avait quitté la cérémonie des Césars après que Roman Polanski ait eu son César, il y avait le lendemain un directeur de casting sur Facebook qui avait écrit tout un truc en disant « Adèle, t'es finie », etc. Judith Godrèche, aujourd'hui, elle a été mise en examen. Ah ouais. Ouais, pour diffamation. Ouais, pour diffamation. Ce qu'elle dit, c'est que il y a beaucoup, enfin, parce que nous, on lui a parlé à Judith Godrèche. Elle dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus travailler avec elle. Pour aller au César, ça c'est peut-être assez anecdotique, mais généralement, quand les actrices vont au César, les marques se bousculent pour les habiller. Là, il n'y avait personne. Personne n'a voulu l'habiller, à part, je crois que c'était Balmain. Enfin, tu vois, il y a quand même une espèce de descente, en fait, quand tu prends la parole sur ces sujets, parce que le milieu du cinéma français, quand même, il faut sacraliser. C'est l'art avant tout. On ne parle pas de ces sujets-là. C'est l'art. Oui, mais il faut minimiser. Oui, mais quand même, c'est un grand acteur. C'est un très, très grand acteur. Il a apporté beaucoup de choses au cinéma, à la culture et tout ce que tu veux, ce qui fait que en fait la prise de parole, si déjà pour ces femmes-là elle est compliquée, alors pour les femmes racisées qui elles peinent à avoir des rôles, à obtenir des rôles, à ne serait-ce qu'exister, comment faire en fait. Non, et sur Judith Godrèche, parce qu'il y a un commentaire, j'ai vu le long commentaire juste avant, on va y répondre, mais sur Judith Godrèche, elle a expliqué qu'elle ne pourrait plus trouver de financement si elle lançait un projet. C'est un autre problème très grave, ça. Ouais, alors c'est parce qu'en fait, là, elle est revenue, en fait, elle a fait son comeback avec Icon of the French Cinema.
sur Arte, où en fait c'est un peu une série fictionnelle, enfin autobiographique, tu vois. Elle a aussi donc lancé un court-métrage dont on parle dans notre enquête, qui s'appelle Moi aussi, où sa fille joue dedans notamment. Et moi, ce que j'ai toujours su et vu, parce que Judith Godrèche est très sollicitée, notamment à gauche, et par les médias, c'est que je me dis, mais en fait ça c'est pas du tout, c'est pas du cinéma. En fait, j'ai eu l'occasion de prendre la parole à République lors de l'initiative, quand on a fait le fameux stream, quand voilà, on s'est mobilisé contre l'extrême droite. J'ai pris la parole pour la JAR, donc notre association, parce qu'on a oublié de le mentionner, mais on fait toutes les deux parties de l'association des journalistes antiracistes et racisés. Et en fait, j'étais en coulisses avec Judith Godrèche, notamment. Et en fait, je me souviens, j'ai fait un peu ma journaliste, hein, je me suis amusée à regarder un peu les dynamiques entre les gens, qui allait la voir, ses enfants, parce que du coup, son fils, c'est le fils de Danny Boone. Ah, bah oui. On peut pas le rater. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout, très peu, sauf Nabou Gladys peut-être, mais très peu d'acteurs de sa trempe ou on va dire des producteurs qui étaient mobilisés en fait avec nous. Nous, c'était plutôt les gros gauchos d'habitude, syndicalistes et journalistes de gauche. On est habitués à être ensemble, mais elle, c'est vrai qu'elle détonnait. Et les gens, tu sentais un petit peu qu'ils étaient en train de la regarder. Et je me suis dit, mais elle pourra pas continuer sur le long terme comme ça si elle a envie de travailler, continuer à faire du cinéma en France, parce que dans le milieu du cinéma, on est historiquement à gauche sur le papier, mais en fait on est dans une omerta qui est très bourgeoise, qui est dans un entre-soi qui se rapprocherait beaucoup plus d'un conservatisme. Donc c'est clair que dès qu'il y a le moindre scandale, en fait, on veut absolument pas te mettre en avant. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec le directeur de casting qui a parlé dans le cadre de la commission parlementaire. Donc, d'ailleurs, il y a eu une commission. Donc, je sais plus si c'est la même commission. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais la commission donc a été lancée par Julie Godrèche à la suite de ces révélations. Et donc, ce fameux directeur de casting a dénoncé. Il a créé une adresse mail pour centraliser toutes les demandes, et en fait pour lui il a vraiment pris ce rôle à cœur de toutes les violences entre filles ou garçons, hein. Et en fait il a plus de boulot. Il a dit je n'ai plus de travail aujourd'hui. Donc ça en dit long aussi. C'est vraiment presque un fonctionnement de mafia en fait, où si tu brises l'omerta, si tu brises la loi du silence, d'un seul coup tu dois s'abattre sur toi tout un tas de conséquences extrêmement lourdes. Oui. En fait, je crois que c'était une question. J'allais dire une question pour toi, Quoi Christelle. celui-là. Voilà, c'est ça. On t'a pas oublié, Alex. Alors, Alex qui dit quels sont. Alors, t'as fait un pavé, frérot. Mais c'est cool. Quels sont les biais racistes auxquels elles se confrontent dans le milieu féministe, plus ou moins hégémonique, qui les soutiennent, et comment les travailler? Par exemple, est-ce que les personnes de la déferlante acceptent de considérer qu'elles ont des biais et consentent à y travailler? J'ai vu dernièrement qu'elles ont accueilli et donné la parole à Fatima Wassak ou Kautar Archi, par exemple, alors que dans les anciens MAC féministes, les personnes racisées étaient des sujets à traiter sans leur donner la parole. Oui, sans leur donner la parole. C'est une longue question. Attends, il faut que... La première déjà. Quels sont les biais racistes auxquels qui se confrontent, genre les actrices? Non, vous en tant que journaliste, peut-être, j'imagine. Ah, nous? Je sais pas. Le truc, c'est quoi? C'est que Attends, la question si Alex d'Alex... Gomme nous dit des trucs. Ouais. Non, il n'y a pas de souci, Non, Alex. pas de Si souci. tu peux peut-être reformuler d'une autre manière, mais en vrai, ce que je comprends, c'est quand il parle du fait que les magazines féminins, ou du moins les journalistes, avaient tendance à pas forcément donner la parole à des femmes racisées. Donc c'est ça. C'est des sujets et pas forcément des témoins ou des... Oui, c'est clair que les femmes racisées, enfin les personnes racisées, les femmes racisées sont des sujets avant d'être des témoins. Après, c'est vraiment, on est dans un, comment dire, on est vraiment dans, on trempe le petit doigt. En fait, tu vois, on trempe le petit doigt. Ah, il se passe un truc. Ah, mais il y a aussi ces personnes-là qui existent. Et encore du boulot. Attends. Puis par rapport à Adèle Haenel. Oui, son César. Ça fait ah oui, mais on en parle de Aïssa Maïga, Alex. Vas-y, Christelle, vas-y. Oui. Aïssa Maïga au César. Allez, vas-y, on en parle. Alors, Aïssa Maïga au César, moi, c'était un moment Nutella pour moi. C'était un peu la suite de Fari, Salut les Blancs. Oui, tout à fait. Exactement. C'était la suite, ouais. Mais fait avec beaucoup plus de stress. On sentait vraiment qu'elle n'était pas à l'aise de le faire. Tout le monde n'est pas à l'aise avec cet exercice. C'est atroce, ça, de faire c'est du stand-up. C'est du stand-up, et en même temps, c'est pas juste du stand-up, c'est aussi un statement
très fort dans une salle à 90% blanche, de dire Vincent Cassel c'était le noir avant que les noirs soient à la mode. J'ai dit waouh. Et le mec a fait j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris. Avec son ancienne métisse. Du coup, Oui, parce oui. qu'il a trouvé une nouvelle. Ouais, mais Tina Kunake. Bon bah du coup, Vincent Cassel ne sera jamais sur cette chaîne, vous avez compris. Ouais, c'est dommage. Tina Kunake non plus, j'imagine. Voilà. Tant pis, hein. Non, Ouais, mais tant pis. par rapport à Adèle Haenel, ouais, bah oui, bah en fait, Aïssa Maïga, déjà ce soir-là, bah, elle a fait son discours qui apparemment n'a pas été compris par les gens, alors que c'était c'était clair, très clair, Mhm. c'était extrêmement clair. Et ouais, et surtout, ce qui est à notifier, c'est que c'est clair que Aïssa Maïga, après ça, elle a eu des problèmes. Moi, je l'avais interviewée quelques temps après, Ah ouais. à l'occasion de la sortie d'un documentaire qu'elle avait fait justement sur les Noirs dans le cinéma. Et elle Non, m'avait n'est pas dit... mon métier. Non. Non, Non, c'était non, après. c'était avant. Non, c'était après. C'est avant. 2018 et la prise de parole c'est 2020. Pardon. Ouais, le documentaire est sorti, je crois, en 2021, quelque chose comme ça. Et elle expliquait que effectivement, ça avait été dur, que le backlash aussi était présent. En fait, c'est marrant parce que tu vois une Adèle Haenel qui quitte la salle, elle se prend un backlash de ouf. Et Aïssa Maïga, elle dit salut les blancs, elle se prend un backlash de ouf aussi. Ouais. Et donc du coup, tu vois, la grande famille du cinéma, comme ils aiment le dire, ne pas avoir de problème. Il n'y a pas de problème, mais à partir du moment où les problèmes, les termes sont dits, Ouais. mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi? C'est comme une trahison en Ouais, fait. c'est ça. C'est vraiment une trahison à leur classe du cinéma. Et autre chose sur Aïssa Maïga, c'est une classe sociale le cinéma. Et autre chose sur Aïssa Maïga, c'est que en fait quand Adèle Haenel est sortie de la salle, Aïssa Maïga l'a suivie directement. Elle aussi, elle est sortie de la salle. Et ça s'est vu. Bon, on le voyait pas très très bien à l'écran, mais on voit sa silhouette, sa longue robe jaune, on la voit partir. Et qui l'a dit? Pas grand monde. Oui, c'est vrai, ça n'a pas. Ça n'a pas été retenu du tout. Et ensuite, il y a eu 2-3 jours après une tribune de Virginie Despentes qui est considérée comme un monstre du féminisme français. Virginie Despentes qui fait sa tribune. Dans la tribune, elle dit on se lève et on se casse. C'est une phrase qui est restée dans le milieu féministe, etc. Pour saluer le geste de Adèle Haenel. Dans la même tribune, elle parle aussi du fait que Ladjili, donc le réalisateur des Misérables, ait eu le César du meilleur film parce que c'était la même soirée. Vraiment, c'était vraiment les Césars du chaos. Ouais. Voilà, elle dit Ladjili, c'est génial, nanani, nanana. Aïssa Maïga, pas un mot. Pas un mot sur sa prise de parole qui dénonce le racisme quand même, alors qu'elle est là à saluer Ladjili, génial. Adèle Haenel, génial. Aïssa Maïga, pas un mot. D'ailleurs, ben, justement, qu'est-ce que vous pensez du... Alors, attendez, j'avais écrit le truc... Hey, que pensez-vous du manque de soutien que peuvent parfois avoir j'ai l'impression... Regard noir, merci beaucoup. Parfois, on sent que dans le féminisme, la question... c'est-à-dire comment ça... Elle est déjà énervée. J'ai même pas encore dit la phrase. Finis ta phrase. Je suis un homme, donc je parle avec mes biais, donc voilà, j'espère ne pas faire un impair. Mais on a l'impression que dans les mouvements féministes, il y a vraiment une volonté de mettre de côté la question raciale pour faire une sorte d'universalisme féministe sans prendre en compte les questes Ah là, j'ai dit une bêtise. Non, elle trépigne d'impatience, ça veut juste sans prendre en compte l'intersectionnalité, sans prendre en compte les trucs spécifiques que peuvent vivre des femmes racisées. Et en plus, chaque femme racisée a aussi des choses spécifiques en fonction de comment elle est perçue. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je sens que t'as envie de dire des choses. Allez, vas-y, lâche tout. Vas-y. Je lâche faut lâcher les lions. Alors, en effet, en fait, il faut caricaturer. On dirait qu'il y a deux types de féminisme. Ouais. D'un côté, le féminisme universaliste qui est très on est toutes pareilles, il ne faut pas faire de distinction, nanani, nanana. Généralement, les féministes universalistes, là, je vais grossir le trait d'une manière très caricaturale, mais c'est généralement les féministes qui estiment que, par exemple, le voile, c'est forcément un outil de la soumission patriarcale, religieuse, etc., qui sont contre la prostitution, qui sont aussi très souvent très transphobes. Il faut le dire. Enfin voilà, là je caricature. D'un autre côté, il y a les féministes qui utilisent la grille intersectionnelle, donc prendre en compte le fait que non, toutes les femmes ne sont pas à égalité, qu'il y a des femmes racisées, des femmes en situation de handicap, des femmes, qu'il y a tout. Sauf que
En fait, le souci, c'est que même dans la enfin pas dans le courant intersectionnel, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est une grille de lecture d'analyse sociologique, encore une fois, et ce n'est pas un adjectif, il y a quand même des personnes qui se servent justement de cette pensée-là pour dire ah bah regardez, moi je me revendique de ce courant-là, donc j'inclus tout le monde, mais qui ne le font pas. D'accord. Qui ne le font pas, qui gardent le micro alors que ce n'est pas à elles forcément de prendre la parole, qui essayent de dicter aussi les choses aux autres, qui estiment que leur pensée est la pensée prégnante, qui ne laissent pas parler les autres, les femmes les plus minorisées, mais elles sont quand même, mais on est quand même ensemble. Tu vois, il y a quand même ce truc-là de se dire que oui, mais moi je suis du bon côté de la barrière. Du combat pour toi, quoi. Exactement, je m'occupe du combat pour toi, je vais parler à ta place, je sais ce qu'il y a de mieux pour toi, et parfois on va prendre un ou deux tokens, donc une ou deux personnes qui sont là pour valider nos discours et qui seront là pour nous dire non mais on va dans la bonne direction. Non. Dans le cinéma, c'est aussi comme ça. Le cinéma, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, se dire féministe dans le milieu du cinéma français, c'est complexe. C'est un peu casse-gueule. Et pour le coup, quand tu regardes aussi dans les réalisatrices ou actrices qui se disent féministes, il y en a quand même pas mal qui ont énormément de biais. En fait, c'est leur féminisme à elles, c'est-à-dire un féminisme qui est extrêmement bourgeois. Vraiment, où parfois elles peuvent se dire oui, mais tu vois, une agression sexuelle, ça va, c'est rien. Tu vois, enfin c'est vraiment ça, ou alors qui sur leur tournage en fait maltraitent d'autres femmes ou protègent des agresseurs ou autres parce que l'agresseur est leur ami, ou parce que cet agresseur-là fait partie de sa caste, parce qu'il est producteur, parce qu'il est machin, et que la personne agressée n'est qu'une technicienne ou autre, tu vois. Enfin, c'est... Oui, ça c'est un truc on n'a pas forcément parlé de ça, mais quand dans l'enquête, on souligne évidemment le fait que les personnes subissent des agressions sexuelles du fait de la fétichisation sexuelle, parce que voilà, ils sont soit une personne d'Est asiatique ou une personne noire. Voilà. Mais c'est aussi, faut aussi rajouter le fait que on agresse aussi parce qu'on est comme tu le disais très bien, une petite technicienne, une figurante, une actrice qui a besoin de monter. C'est-à-dire que c'est toujours la même rengaine. On va se dire, on va avoir une une Fanny Ardant, donc très blanche, bourgeoise, qui me dit mais moi j'adore voilà, travailler avec Roman Polanski. Et tu dis mais bien sûr t'adores travailler avec lui, Margot. Tu fais super bien, regarde. Merci. Ouais. Moi je la fais pas comme ça, mais tu l'as fait mieux que moi. C'est dans le sens où tu vois, mais bien sûr, ou des Catherine Deneuve, c'est des gens en fait qui sont devenus des icônes au point où ils seraient fous aujourd'hui de leur porter préjudice d'une manière ou d'une autre, alors qu'en fait des personnes qui ont encore du chemin entre guillemets à faire, leur preuve dans le milieu du cinéma, et ben en fait ça va devenir pour les prédateurs qui tournent des cibles de choix, et qui voilà, c'est aussi, alors juste je regarde, il y a pas mal de réactions depuis, j'ai vu des questions passer et j'aimerais quand même y répondre, mais voilà, c'est juste pour te dire qu'il faut aussi garder l'aspect social de tout ça. Une des actrices que j'ai interviewées, notamment Tracy Gotoas, qui est une jeune actrice montante aussi française, m'avait bien souligné en me disant, tu sais Estelle, quand tu arrives de ta banlieue, tu es considérée comme le petit diamant brut de l'année, avec des réals qui t'utilisent, qui t'objectifient, qui t'animalisent, et qui te promettent un petit peu monts et merveilles en te rappelant mais en fait tu te rends compte de la chance que tu as d'être sur ce projet, etc. Et en fait toi t'es là genre, mais elle me disait mais moi j'étais là genre il faut que je pensais à ma mère, à comment je paye la facture, à mon loyer, etc. Et en fait il y a une vraie différence sociale qu'il faut quand même pas négliger aussi. Mais justement en fait la situation de ces actrices, elle est à l'intersection de trois trucs importants pour moi. C'est à la fois il y a le genre, il y a la race perçue et la classe sociale. Donc ce sont souvent des femmes racisées pauvres, ou alors qui sont en quête d'une accession à un milieu, et bien sûr des gens peuvent en profiter puisque tu es en situation de comment dirais, pas de déséquilibre, mais de faiblesse finalement par rapport à ce milieu qui est un monstre, un gigantesque monstre. Moi je vais parler avant qu'on passe aux questions du chat, parler des stéréotypes
genrée dont tu as parlé un petit peu, l'animalisation. Dans les témoignages que vous avez eus, dans les enquêtes que vous avez fait, ça formule comment ces stéréotypes sur ces femmes racisées? Alors, pour le coup, je vais prendre l'exemple de Marissa, qui est qui est une ancienne directrice de Plus belle la vie, qui témoigne pour nous, donc qui est d'origine est-asiatique, et qui disait aussi pareil avec Guing. Donc Guing, c'est un nom d'emprunt, mais c'est une femme aussi est-asiatique. Donc il y en a deux qui témoignent autour du fait qu'on on leur proposait tout le temps des rôles de masseuses asiatiques, de serveuses, de boat people aussi. Donc Gwyn parlait notamment du fait que sur un tournage, on l'a appelé Katsumi. Katsumi, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ancienne actrice X, donc d'origine franco-vietnamienne, et qui, oui, aujourd'hui, elle nous disait, mais en fait, quand on y pense, quand on te propose déjà des rôles de soumission ou qui sont liés à la soumission, à la servitude, comment veux-tu, et aussi à la disponibilité sexuelle aussi, comment veux-tu que toi, dans la vraie vie, effectivement, le réalisateur qui a un regard sur toi ne fasse pas aussi ce parallèle aussi rapidement. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette analyse par exemple de Marissa assez pertinente. C'est vrai que j'avais un peu moins perçu. En tout cas, moi j'ai fait mon mea culpa en faisant cette enquête parce que en fait, Christelle et moi, on est deux femmes noires, ce qui fait que dans notre premier cercle, on a trouvé d'abord des femmes noires. Comme actrice, mais quand on est une personne noire en France, on est loin d'être les moins bien lotis quand il s'agit de cinéma. C'est-à-dire, si je te demande de me citer une actrice ou un acteur est-asiatique en France, c'est plus difficile. Ah non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, et en fait, et tu t'es là, genre, même je m'en suis voulu, je me suis dit, mais ouais, elle a raison, parce qu'on a cité le livre de Aïssa Maïga, donc toi, on n'est pas mon métier. Je peux te citer plusieurs actrices noires en France. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, après, je sais pas si on pourrait en citer beaucoup. Non, mais on peut en citer. Mais on peut en citer. On peut en citer. Donc voilà. Non, c'est clair. Et donc, justement, parce qu'on parle des femmes noires, femmes asiatiques, j'ai l'impression que aussi sur les femmes maghrébines, il y a pas mal de choses qui sont projetées dans la société, un peu des femmes qui seraient à sauver d'un patriarcat qui serait évidemment plus violent que le patriarcat blanc ou hexagonal classique. Ouais, t'as des choses là-dessus? Ouais, tu l'as très bien dit, c'est le stéréotype de la femme maghrébine à sauver ou à extirper de son milieu familial, forcément très religieux et donc très violent et donc très patriarcal, anti-républicain, en banlieue, voilà, dans des tours, qui vit dans des tours et qui s'émancipe parce qu'elle va à Paris, qui s'émancipe grâce aussi à un homme blanc, pourquoi pas. Voilà, il y a beaucoup de ça, ou alors qui s'émancipe, je sais pas, en vendant de la drogue, enfin, tu vois, il y a soit ça, ou soit il y a aussi la victime. Il y a aussi beaucoup le stéréotype de la femme maghrébine victime qu'il faut sauver, encore une fois, ou alors qui est très violente. Qui est très violente. Un peu comme la Henri Blackwoman. Ouais, qui est très grossière. Enfin, tu vois, en fait, c'est vicieux. C'est extrêmement vicieux. C'est hyper vicieux. Oui. Bien sûr. Juste, en fait, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas d'entendre Luna. Juste, vous ne verrez pas Luna pour je crois ce live. qu'elle va aller dans sa litière, j'ai l'impression. Mais bon, non, ils n'entendent pas les gens, je crois. Ah, ok. On va peut-être répondre aux questions parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je sens que ça te non, mais c'est pas ça. C'est juste. Ils ont l'habitude qu'on les ignore. Non. Ouais, j'aime pas parce qu'en fait, c'est des questions super pertinentes et j'aimerais qu'on ait le temps de pouvoir. Oui, bien sûr. C'est aussi pour les gens qu'on est là. Attends, il y avait une question. Ah, ouais, c'est à partir de là, je crois. Quelqu'un a dit que le terme racisé était un problème, apparemment. J'aime pas le terme racisé, mais je sais jamais par quoi le remplacer. Pourquoi? Bah ça c'est un vieux débat. Moi j'ai l'impression que la part des gens qui n'aiment pas le terme raciste, c'est qu'il y a le mot race dedans. Oui, mais après, on est en France. Je veux dire, on nous apprend à détester tout ce qui est en rapport avec le racisme comme quelque chose d'étant foncièrement hostile. Après, c'est pas une personne qui est racisée, qui est aussi. J'en connais plein qui n'aiment pas ce terme-là. Moi, on ne force personne à se déclarer comme tel, en fait. C'est vrai que le terme racisé, il est peut-être pas forcément parfait sur plusieurs points, moi j'estime, mais pour l'instant, on n'a rien de mieux. Donc, on fait avec. On n'a pas envie de dire issu de la diversité parce que ça veut absolument tout et rien dire. On va pas dire black parce qu'on est en France. Voilà. Non, moi je dis en général le groupe
le groupe ethnique dans lequel on nous assigne. Ouais, voilà. Racisé, des fois, ça fait une sorte de raccourci, mais c'est un abus de langage. Dire les racisés, quand on dit, bon, en fait, ceux qui sont pas blancs, quoi. Tu peux dire les non-blancs. Moi, je déteste ça parce que je ne suis pas une négation. Oui. Voilà. De toute façon, je pense que c'est le sujet où il n'y aura jamais personne qui sera d'accord. Ouais. C'est comme aujourd'hui pour l'esclavage. Il y en a qui disent esclave. Ou esclavisé, esclavagisé, africain réduit en esclavage. Ouais. Voilà, en fait, on cherche encore les bons termes. Alors, il y a Hardbo qui dit je viens d'arriver. Ah oui, donc il disait ça pour raciser. Je viens d'arriver, donc je sais pas si ça a déjà été abordé. Ça a été un peu abordé. Je me souviens des témoignages d'actrices racisées qui expliquaient qu'on leur proposait toujours le même type de rôle, dealer, mec de quartier. Est-ce que ça a évolué? Non, ça a pas du tout évolué. Il y a pas longtemps, j'étais aux assises du collectif 50-50, qui est un collectif de lutte contre les discriminations. Voilà, de lutte contre les discriminations dans le cinéma, dans le sein du cinéma. Et il y avait une keynote de 2 chercheurs, donc Maxime Servul et j'ai oublié le nom de la chercheuse, je suis vraiment désolée. Et en fait, ils ont lancé une grande enquête sociologique en interrogeant pas mal d'acteurs et d'actrices, voilà, en leur demandant qu'est-ce qu'on vous propose comme rôle. Et vous inquiétez pas, c'était toujours dealer. Alors pour les hommes maghrébins, il y avait dealer, terroriste, dealer, terroriste. Il y avait aussi pas mal infirmiers de temps en temps. Pour les hommes noirs, c'était genre le mec qui zone en bas de la tour du quartier. Il y avait hommes de maintenance, en fait, les mecs qu'on voit en fait mais qu'on ne voit pas vraiment. Voilà, par exemple dans le métro et tout, qui font le ménage. Pour les femmes noires, il y avait prostituées, prostituées, aides-soignantes. Pour les femmes asiatiques, prostituées, masseuses. Voilà, en fait, ça ne change pas. Ça ne change pas. Cette enquête a été faite en 2024. Hein. Ça me rappelle un reel assez drôle pour le coup de Anis Rali, dans lequel il parle du fait d'être acteur et arabe en France. Il reçoit un coup de fil pour un casting, il est trop content de faire un casting et tout, et on lui dit bon voilà, en fait tu vas jouer un djihadiste, donc en fait t'es vraiment vénère machin. Je crois que c'est djihadiste. On lui dit ça et tout, et c'est pour le sketch, hein, c'est un sketch. Et donc il fait ouais non mais moi en fait non en fait moi je veux pas interpréter ça, en fait moi je suis acteur, non je suis désolé. Après il dit bon ça 50 000 €. Il dit combien? Il dit 50 000 € pour le rôle. Et après t'as un flash forward, bienvenue à Anis Rali pour le film le djihad, vous êtes et en fait des fois t'es dans des situations économiques mais où, oui je dis ouais je vais prendre parce que je suis acteur, peut-être que c'est un moyen de me faire connaître. Toujours. Ce milieu a des moyens de pression de ouf, en fait. Après, moi, j'aimerais quand même nuancer, c'est-à-dire que moi, je trouve que ça a évolué à certains points, parce que je vois quand même des films qui sont écrits avec des personnages racisés et des femmes noires qui ne tombent pas forcément dans le cliché. Je pense à la série Sambre, ils ont utilisé une femme noire policière. Mais c'est une série. Non mais c'est bien les séries. Non, c'est bien, c'est déjà ça. Dans les séries, ça change, ouais. Ok. Franchement, ouais. Bah voilà, ma nuance c'était plutôt ça, parce que je trouve que dans les séries, notamment par exemple si je prends le Bureau des légendes, où effectivement on a aussi une personnage de femme noire policière. Dans la série Sambre aussi, c'est une personnage de femme noire policière qui change de coiffure suivant les épisodes. C'est ouf. Ouais. D'accord. Moi, je trouve ça que ça évolue. Après, ce qui est énervant, c'est qu'en fait, je suppose que c'était une actrice qui nous disait, qu'on a interrogée. Oui. Qui nous disait, ça me dérange pas en fait de jouer la prostituée. En vrai, je suis actrice, c'est pas grave. Ce qui est énervant, c'est quand on te propose systématiquement ces mêmes rôles-là, et qu'en fait, t'aimerais bien aussi jouer un autre rôle. Par exemple, Gwyn qui témoigne, donc une actrice qui est asiatique. Désolée, je précise toujours les origines des gens aussi, parce que bon, ça, dans notre enquête, ça fait sens. Elle nous disait qu'elle avait fait le casting de Astérix et l'Empire du Milieu. Pour le rôle de l'impératrice. Et tu dis, quand tu vois, c'est pour l'impératrice, tu dis, c'est cool comme rôle. Donc, normalement, sur le papier, c'est sympa. Elle n'a pas été prise.
Mais quand la bande-annonce est sortie, qu'elle a vu ça donnait quoi, un petit côté avec beaucoup de racisme anti-asiatique, beaucoup de clichés, tu vois. Les noms des personnages. En fait, des fois, c'est pas la peine parce que même pour des rôles sympas, en fait, l'écriture est pourrie, c'est pour des prods pourris, et du coup, ça n'en vaut même pas la peine. En fait, le truc, c'est que je pense qu'on leur propose aussi des rôles qui n'ont aucune profondeur. Enfin, pour en revenir à cette actrice-là avec qui on avait parlé, mais qui n'a pas témoigné, quand elle disait, moi, je rêve, parce que je l'ai recroisée il y a pas longtemps, elle m'a dit, je rêverais un jour de jouer une prostituée. Enfin, voilà, enfin, c'est, mais que si il y a un scénario où c'est un personnage avec de la profondeur, où la race n'est pas une question, où, enfin, tu vois, c'est vraiment. En fait, le personnage de prostituée, enfin, c'est une profession. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu racontes autour? Je regardais une série qui s'appelle P-Valley. C'est une série qui parle de stripteaseuses dans le Deep South américain. Et donc, la plupart des rôles féminins de la série, c'est les rôles principaux, mais ce sont des stripteaseuses. Mais en fait, c'est des stripteaseuses qui combattent des traumas, c'est des stripteaseuses qui montent un business, c'est des stripteaseuses qui ont un mystère caché dans leur passé qu'on veut découvrir. Et donc, en fait, les actrices, c'est des actrices de ouf qui jouent les personnages, parce qu'en fait, c'est pas juste une meuf en sous-vêtements ou nue qui fait des trucs, c'est un personnage qui est intéressant, qui a un truc à faire. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que souvent, en France, quand on donne ces rôles-là à des personnes racisées, c'est souvent un stéréotype sur pattes qui n'est là que pour exprimer l'existence de stéréotypes dans la société. Et c'est limite de la figuration en plus. Ouais, et le nourrir. Enfin, je suis la première. Je suis en train d'écrire un documentaire aussi sur une amie qui monte un cabaret et pour le coup, il y a beaucoup de nudité. Si forcément tu commences à aller un peu plus loin, à politiser aussi ces espaces et ce choix aussi, là on sort, on est dans un autre registre. Dans les films dont on parle, c'est pour une scène où on va faire une descente, etc. Oui, voilà. Et tout. Enfin, tu vois, pour en fait nourrir ce stéréotype-là, etc. Donc, il y avait des questions. Oui. Je suis toujours là pour vous, pour éviter, parce que sinon on parle que nous trois. Quelqu'un a dit depuis quand on a eu un film français engagé antiraciste qui a fait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, le film où tout le monde est raciste, donc il n'y a plus de racisme puisque tout le monde est raciste. Tirailleurs, je dirais. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Mais Tirailleurs, tu vois, c'est un film historique aussi, donc. Oui, mais enfin, pour moi, il a beaucoup trop le mérite d'exister pour ne pas d'en parler. Mais ça en dit long que le fait que ce soit un film historique, quoi. Ouais. Et que ça soit un homme aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de la vie. C'est aussi le cinéma traite différemment les hommes noirs et les femmes noires. Donc, ou pareil, où les hommes, comme tu as très bien dit, les hommes maghrébins et les femmes maghrébines. Moi, j'aimerais juste nuancer aussi encore un petit peu concernant. Mais c'est bien la nuance. Concernant les femmes maghrébines, et tant pis si on prend mon col, je suis là pour ça. Mais. En fait, il y a beaucoup d'actrices maghrébines, notamment la plus connue, Leila Bekti, va pas connaître la même souffrance, entre guillemets, évidemment une actrice maghrébine qui vient de commencer, parce qu'elle elle fait énormément de films, c'est une actrice talentueuse et tout. Et en même temps, il y en a d'autres qui ont un white passing assez important. Donc un white passing, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu es une personne racisée, mais que tu passes pour blanc. Tu es perçu comme blanc, et en fait, ça, dans notre monde raciste, ça t'ouvre des portes. Et ce qui fait qu'il y a plusieurs actrices maghrébines en France qui peuvent se permettre, on parlait de films historiques, de jouer des films historiques sans que ça pose problème. Oui. Parce qu'en fait, nous, en France, à chaque fois qu'il y a un personnage noir qui apparaît dans un film qui date pas du XXe siècle ou je ne sais quoi, c'est du wokisme, ça va pas ou quoi, mais pourquoi vous mettez un mousquetaire noir? Et c'est comme ça que Alexandre Dumas est interprété par Depardieu, alors qu'il est métis, tu vois. Alors que j'ai pas forcément aimé la franchise, mais dans Les Trois Mousquetaires, la référence de ce fameux mousquetaire noir, c'est pour rappeler évidemment Dumas, c'est une référence directe, mais tout ça pour dire que une personne, par exemple, et homme, c'est pareil, Tahar Rahimi, il a joué aussi, c'est-à-dire que tu peux en fait passer. Et ce qui fait que il n'y aura pas de levée de bouclier. Qui dit pas de levée de bouclier, il dit une meilleure publicité aussi pour le film, et plus de propositions et de production aussi. Et sans pour autant avoir de quotas en France, je trouve qu'il y a aussi le principe du chosen one, de l'élu. C'est-à-dire que dans une communauté, tu auras toujours quelqu'un qui va sortir un peu du lot et qui va avoir plein de rôles et qui va avoir une grande carrière. Tu vois, par exemple, en France, Jamel Debbouze, il a une carrière dans le cinéma qui est
inversement proportionnelle à son talent, je trouve, mais il a fait beaucoup de films, et tu vas pas en avoir énormément. Et par exemple, moi, je suis guadeloupéen, je suis antillais. Dès que tu dis ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'anti-acteurs, tu dis bah oui, il y a Lucien Jean-Baptiste quand même. Tu vois, et moi, j'ai rien contre Lucien Jean-Baptiste, je trouve vraiment sympa, le gars. Mais non, mais... tu mens, c'est pas vrai. Non, je le trouve vraiment sympa. Il a eu un rictus, tu savais. Non, je le trouve vraiment sympa. C'est un gars hyper sympa, Lucien Jean-Baptiste. Mais moi, oui, moi, en fait, depuis la scène de Tout Simplement Noir avec Fabrice Eboué, j'ai beaucoup d'affection pour Lucien Jean-Baptiste. Bah ouais. Bon, c'est la meilleure scène du film. Et justement, quand je te disais que est-ce qu'on est capable de citer des acteurs noirs en France, on a littéralement fait un film avec des acteurs, avec toute la frange. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement d'acteurs et d'actrices noires en France, on passe d'un Ahmed Silla, à du Omar Sy, à du Fabrice Eboué, à du Lucien Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'on a en fait on a de la matière en fait. Tu vois, s'il arrive Jean-Pascal Zadi à faire aussi en place avec des acteurs et des actrices, c'est qu'en fait il y a des possibilités d'eux. Bien sûr. Donc c'est juste qu'en fait il y a aussi c'est important de rappeler ça, c'est que c'est cool de faire Tout Simplement Noir, mais évidemment je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui auraient préféré ne pas forcément être appelés que pour ce type de projet. Parce que Tout Simplement Noir, c'est aussi parce que ça s'appelle Tout Simplement Noir, donc tu peux pas passer à côté du fait d'avoir des noirs dedans. Mais si demain tu fais un film, tiens, on va faire un film sur le tuning en France, genre Fast and Furious français, pas sûr que t'aies beaucoup d'acteurs racisés dedans, ça se passera dans le nord de la France, et voilà quoi. Alors attends, oui. Est-ce que selon, alors Catwald qui demande, et tu vois je lis le chat, est-ce que selon le genre de film, on trouve des différences dans le choix des castings? Je pense aux films de genre, par exemple, parce que un film de SF, un film historique, c'est différent dans les casting calls. Vous savez bien que la SF n'aime pas, enfin du coup les réseaux sociaux, les Reddit et compagnie n'aiment pas du tout voir des personnages racisés dans les adaptations de SF. Malheureusement en France, je trouve qu'on a moins de. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des exemples de SF aussi français. Mais après, si tu vois, non, il y a Mortel, tu vois, de Netflix. Ouais, moi j'ai kiffé ça. Ou en fait, donc ce qui fait qu'en fait, moi, si vous voulez. Enfin, la saison 1, j'ai kiffé. Bah voilà. Après, c'est les séries. Bah vois, ouais, c'est ça. Mais Netflix a beaucoup changé de game. Et aussi c'est Netflix, il y a, comment dire, c'est autre chose. Netflix en fait, et c'est pas pour rien que le cinéma français vilipende autant Netflix. Netflix c'est autre chose, c'est pas enfin je vais caricaturer encore une fois, mais il y a quand même, c'est une boîte américaine. Ça reste une boîte américaine qui prend en compte notamment en France des cahiers des charges américains. Ce qui fait que forcément dans les séries Netflix, c'est possible de faire un en place avec un Jean-Pascal Zadi sur Netflix, tu vois, un en place sur TF1. Je pense pas, ça n'existe pas. Ils ont fait Je te promets. Pardon. Vous avez vu Luther par TF1? Non, il y a des choses que je veux pas voir. Est-ce que vous avez vu Luther? Non, ou même How to Get Away with Murder avec oui, Muriel Robin, et c'est pourri. Mais voilà, Muriel Robin dans Murder, les amis, c'est incroyable. Ne serait-ce que ça. Voilà. Ils ont dit mais Murder en France, c'est forcément une blanche. Enfin, ils ont appelé Muriel Robin. Autant elle est dans un couple lesbien hyper, enfin donc ça c'est très cool sur TF1 machin. Mais vous appelez une femme blanche. C'est l'adaptation en fait, on s'est dit c'est pas, comme tu dis, c'est pas possible. Non mais on parle d'une prof de droit qui est avocate célèbre. En France, il n'y a pas d'avocat noir, enfin, de toute façon. Alors, oui, on n'a pas de Jordan Peele, mais bah ouais. On a peut-être un Jordan Pas Fass. pour l'instant. Si. Bah, j'ai adoré Simon Montaïrou, ce qu'il a fait aussi, donc forcément moi j'étais très contente. Et puis après tu vois pareil, Simon Montaïrou, moi je l'ai connu depuis Boîte Noire que j'avais adoré. Et en fait je me suis dit quand il a sorti ce film, je suis trop contente, tu vois, parce qu'il est parti jusqu'au bout de son idée. Et en même temps peut-être que ça serait intéressant de lui demander est-ce qu'il aimerait se s'enfermer aussi tout le temps dans ce type de même genre. Pas son prochain projet c'est sur Disney+. J'ai le droit d'en parler. Oui, il l'a dit en live. Son projet sur Disney+, ça va parler de l'Égypte, mais dans une époque moderne. En fait, ça pose aussi la question. Oui, il en a déjà parlé, Et moi, je pense que c'est pareil en littérature comme au cinéma. C'est que quand on est une personne racisée qui crée, quand on est réalisateur, quand on est écrivain, j'ai quand même l'impression qu'on est obligé de passer par le récit de soi par rapport à la race pour pouvoir ensuite faire autre chose. Parce que j'ai l'impression que si tu fais autre chose dès le départ, on ne te calcule pas. Mais tu sais, je suis un peu passé par là, perso, dans ma création de contenu,
où je me voyais pas parler d'autres sujets qui me plaisent dans la vie. Parce que moi, avant d'être une personne noire, je suis par exemple un kiffeur de jeux vidéo, kiffeur de rap, kiffeur de plein de trucs. Mais j'ai eu le sentiment que je devais d'abord me présenter un peu, tu vois, et donc parler de mon anti-anité, etc. Voilà, Et après, maintenant, je me permets beaucoup plus de parler de cinéma, parler d'autres choses. Mais j'ai l'impression que c'était nécessaire de... Parce que notre existence, elle est politique, quelque part. Il faut qu'on soit là-dedans, tu vois. Oui, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a un truc où on aimerait aussi nous laisser que là-dedans. Je pense qu'il y a aussi un petit truc comme ça, dans le sens où, allez-y, racontez-nous à quel point c'est dur d'être noir, à quel point c'est dur d'être musulman, à quel point... Racontez-nous encore et encore et encore et encore. Et donc, on nous met dans cette case-là, et ensuite, quand on veut essayer de faire autre chose, ah mais non, mais tu veux pas plutôt raconter encore plus? Ouais. C'est ça. Il y a tout dans le chat que tu avais vu, que tu avais été interpellé, Estelle? Ouais, mais c'était un peu plus au-dessus. Alors, Lila Beatty, c'est les cheveux lisses, c'est les pubs pour L'Oréal, elle sera jamais catégorisée racisée. Elle l'est quand même bien, s'il vous plaît. Mais c'est juste que... Mais c'est l'élu, mais c'est partie des élus. Exactement, c'est ce que disait Samo, c'est que c'est quand on est tellement connu, à un moment, on oublie. Si elle sort... Ouais, quoique elle est quand même très c'est vrai que c'est un peu une figure intouchable, mais il y a d'autres personnes qui prennent, je veux dire, à sa place. Sophia Saïdi aussi, elle a pris cher aussi longtemps. C'est juste qu'en fait, il y a plus de rôles. Ah, ça c'est aussi un autre truc. Il y a parfois plus de rôles écrits à destination de femmes maghrébines, et donc ce qui fait que certaines fois, et c'est le cas pour Zita Enro et pour Paola Locatelli, exactement, qui sont des femmes afrodescendantes, mais qui vont jouer des femmes maghrébines. Ah oui, c'est vrai. Moi j'ai su qu'elle était afrodescendante tard, Locatelli. Ah bah c'est une grosse tismée, enfin c'est une tismée yeux verts quoi, ça. Oui mais moi pardon, excuse-moi, pardon. Je tiens à m'excuser, Mais moi, après, je ne m'intéresse pas forcément au background de tous les acteurs que je vois et je me suis dit, bon, bah ouais, c'est une actrice rebeu. Ouais, mais après, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça revient aussi à ce qu'on disait sur le fait de combien de rôles tu écris, parce que là, on parle beaucoup des acteurs, mais évidemment, c'est une industrie, le cinéma, donc qui produit, qui est à la réal. On a eu Laurence Lascari, et on a eu la chance de la voir dans notre enquête. Enfin, Christelle, tu pourras mieux en parler que moi, parce que c'est toi qui l'as interviewée, mais elle nous rappelait aussi tout ce mécanisme de départ, en fait, qui fait que pour lutter contre le stéréotype de ces rôles, et in fine contre tous ces rapports de domination et donc sexuels aussi, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, il faut remonter le fil très loin depuis la prod, en fait, depuis les gens qui ont le pouvoir aussi, quoi. Wow. Et merci l'insurgé pour le raid, merci beaucoup. Alors, un raid c'est quoi? C'est quand une chaîne arrête son stream et envoie... Oh, vous savez, c'est... Non mais vas-y, continue. Et on voit ses viewers, voilà. Je fais du mansplaining, voilà. Mansplaining, c'est pas grave. Non, mais bon, bref. Merci pour le raid, en tout cas. Je mets pas toutes les musiques et tout, non, parce que... C'est au-dessus, c'est avant, ouais, c'est ça. C'est Dimitri qui disait, si je comprends bien, pour le cinéma d'auteur en France, on vous vante un modèle unique et on adore valoriser l'art et pas faire un produit, sauf qu'on se retrouve avec les réalisateurs qui ont une trop grande part et plein pouvoir pour y exprimer leur toxicité. Très raciste. Exactement, c'est ça. Le cinéma d'auteur, en fait, on n'y touche pas. C'est vraiment l'exception culturelle française, machin. Et c'est pas pour rien, notamment, que c'est souvent dans le cinéma d'auteur qu'il y a eu une prolifération d'œuvres extrêmement, problématiques dans la représentation des relations sexuelles, notamment entre des hommes... 68, là, c'est tous les auteurs de la nouvelle vague et tout aujourd'hui qui sont des gros réacs. Notamment entre des hommes très vieux et des femmes très très jeunes. Par exemple, dans le cinéma d'auteur, voilà, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des coordinateurs et coordinatrices, surtout d'intimité, c'est-à-dire des personnes qui vont sur les tournages pour justement accompagner les acteurs, actrices, réalisateurs, etc., lorsqu'il doit y avoir des scènes d'intimité, des scènes de nudité, etc. C'est vraiment un dialogue. Et dans le cinéma d'auteur, très clairement, il y a un blocage français. Je précise, dans le cinéma d'auteur français, il y a un blocage. On ne veut pas des coordinateurs d'intimité sur les plateaux de télé parce que ce serait de la censure. C'est de la censure, voilà, vous voulez détruire notre art. Nous, on fait du cinéma d'auteur, on est là pour chercher l'accident sur les tournages, le petit truc, machin, etc. Enfin, vraiment, et je pense que la mécanique avec le racisme, elle est
pareil. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, le cinéma d'auteur, c'est de l'art. S'il y a une parole qui est considérée comme raciste, elle doit rester parce que c'est des dialogues qui ont été écrits, etc. Et j'ai l'impression que dans le cinéma d'auteur, il y a cette part de subversion. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu Bande de filles et j'attendais juste que Christelle voit ce commentaire là. Mais dans le cinéma d'auteur, il y a un côté, ça doit être subversif, etc. Oui. Et en fait, la subversion n'est plus dans le commentaire politique ou dans la manière de filmer, mais dans parfois une représentation de relations qui serait bravant interdit. Et je pensais à un film. Et je pensais à un truc, j'ai pensé au film Un moment d'égarement. Mais rien que le titre, pardon, excusez-moi, mais le titre dit excusez-les. Non mais c'est ça, on dirait qu'on se retrouve dans le dossier de Dominique Pellicot, abus. Et oui, mais bah oui, on n'est pas du tout, on est dans le red flag là, on est dans le truc problématique. Et avec Vincent Cassel. Ah bon? Ouais, oui, Un moment d'égarement, Vincent Cassel. D'ailleurs, je crois que c'est pareil, le synopsis, c'est pas genre il tombe amoureux de la fille de amoureux, mais non, il lutte, il lutte contre ses démons. Voilà, c'est pas pour ne pas céder à la tentation. C'est ça qui est truc, c'est que c'est elle la tentatrice. Voilà, la c'est elle la mineure, tentatrice. Comme d'habitude. Elle est tentatrice et lui dit non, et puis un jour, c'est bon, ok, d'accord. Et parce que c'est la fille de son meilleur ami. Et après, le problème, c'est pas que lui, il est un abuseur, c'est comment j'explique à mon meilleur ami que j'ai couché avec sa fille. Non, moi je te tue, si tu fais ça un jour, je te tue. Ouais, mais je vais pas faire ça. Non, mais pas toi, mais... Tu vois, ça, on est juste littéralement dans un détournement de mineurs. Exactement. Mais c'est un moment d'égarement. Un moment d'égarement. Ça aurait dû s'appeler détournement de mineurs, peut-être. Mais bon. Il y a quelqu'un pour toi qui dit un truc intéressant après Bande de filles, là, sur Artbeau. Est-ce que les actrices sont au courant de la présence ou non d'une coordinatrice d'intimité avant les tournages ? Ouais, elles peuvent en demander et ça peut être refusé. Voilà. Oui, ok. Voilà. Après, il y en a, enfin, il y a des réalisatrices, surtout d'une génération quand même un peu plus jeune, mais encore une fois, je ne veux pas caricaturer parce qu'il y a des jeunes réalisateurs et notamment réalisatrices qui sont dans la même veine de c'est de la censure. Mais c'est clair que aujourd'hui, les actrices peuvent en demander, elles peuvent négocier ça dans leur contrat. Après, il peut y avoir encore une lutte avec la prod, avec la réal, etc. J'ai envie qu'on parle globalement des témoignages que vous avez eus. Donc Myriam, Kiying, Tracy et Marissa. Ça a été difficile d'obtenir ces témoignages. Ça a été difficile de faire parler des personnes sur ce qu'elles ont vécu. Comment ça s'est passé le recueil de ces témoignages ? Il y a aussi Nadège Boisson. Oui, Nadège Boisson-Diagne aussi. Difficile, ça dépend avec qui. Je pense qu'il y avait des actrices comme Tracy Gotoise qui vraiment n'attendaient que ça, de pouvoir parler, qui avaient d'ailleurs déjà tenté de parler, mais je ne sais absolument plus pourquoi leur témoignage n'est jamais sorti. Il y en a d'autres pour qui ça a été beaucoup plus difficile parce qu'il y a la peur. En fait, il y a la peur de nommer son agresseur, il y a la peur des représailles, il y a la peur d'être reconnu. En fait, il y a beaucoup de peur, en fait. Il y a la peur d'être constamment ramené à son agresseur aussi. Donc là, ça a pu être difficile. Enfin, par exemple, pour un témoignage, une semaine avant, la personne s'est retirée, a décidé de ne plus témoigner parce qu'elle avait peur, en fait, ce qui pouvait se comprendre. Mais sauf que 2 jours avant le bouclage, finalement, elle s'est dit non, mais en fait, c'est le moment d'y aller. Ouais. Donc vraiment 2 jours avant le bouclage, elle a remis son témoignage dans l'article, quoi. Et vraiment, en fait, je trouve que ça en dit quand même assez long sur les conséquences, enfin, la parole dans le cinéma français, en fait, ou même dans les milieux culturels de manière plus globale, les conséquences que ça peut amener. Parce que là, on parle de personnes qui sont anonymes. Elles sont anonymes, mais tu vois, elles ont tellement peur que même parler anonymement, tu dis mais je vais plus pouvoir travailler, mais ceci, mais machin. Est-ce que oui aussi, est-ce que ça va fuiter, est-ce que les gens vont me reconnaître, est-ce que lui il va me reconnaître et donc il va lancer une espèce de grande campagne de dénigrement à mon encontre, est-ce que machin, est-ce que je vais me recevoir une plainte pour diffamation, enfin. Ouais. Tout le monde, mais les conséquences elles sont réelles. Et c'est quoi aujourd'hui? On parlait sur les tournages donc de coordinatrices. On parle aussi du fait d'ouvrir la parole sur ces questions et tout. Mais est-ce qu'il y a même judiciairement, même en termes de procédure, des choses j'ai vu qu'il y a eu des actions communes de plusieurs actrices, par exemple, pour certains sujets. Comment ça se met en place? Tu parles de l'ADA ou est-ce que tu parles je parle du collectif 50-50 et aussi de l'ADA.
Alors le collectif 50-50, donc ça c'est par rapport à l'actrice Nadège Boursoundiane qui dit avoir subi une agression sexuelle de la part d'une productrice Juliette Favreul. Donc là on se permet de donner les noms parce qu'en fait c'est juste partout et l'affaire a été jugée. En fait donc Nadège Boursoundiane assistait à une soirée de 50-50 dans un appartement. Elle a été invitée par une actrice. Est-ce qu'on peut juste dire 50-50? Qu'est-ce que c'est Alors 50-50 c'est un collectif qui lutte contre les discriminations dans le cinéma. Et ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé, du coup, c'est que 50-50 a implosé après cette affaire. Pourquoi parce que donc Nadège Boursoundiane, donc beaucoup de personne n'a été témoin de l'agression, mais beaucoup de personnes ont vu Nadège Boursoundiane en état de sidération complet. Elle a porté plainte dès le lendemain. Juliette Favreul a été elle a été placée en garde à vue pendant 48 heures, je crois, ce qui est très très long quand même. Voilà, et puis elle a été relâchée. Et bon, finalement, l'affaire a été jugée un an après. Juliette Favreul a été relaxée. Et en fait, il y a eu une implosion au sein de 50-50. Pourquoi ? Parce que ça a justement montré tous les biais racistes qu'il pouvait y avoir dans le cinéma, et notamment dans une association qui se disait féministe, etc. Tous les biais racistes, tous les biais de classe, parce qu'en en fait, il y avait les pros et les anti. Ouais, oui, j'imagine. Il y avait les pro-Nadège qui juste ont dit c'est une agression sexuelle présumée, il faut qu'on mette en place tout un système, machin, donc poursuite judiciaire, etc. De la part de beaucoup de femmes racisées, de beaucoup de techniciennes, de ce qu'on appelle les petites mains, ou alors le HMC comme on dit, habilleuse, maquillage, coiffure. Et d'un autre côté, tu avais les personnes avec un plus gros poids, une plus grosse notoriété, de très très grandes actrices, de très très grandes réalisatrices, ou d'autres qui disaient mais non, mais ça c'est vraiment... Agnès Jaoui. Voilà, Caroline Fourest notamment. Non, mais c'est pour vous dire dans quel qui c'est potes en fait. C'est important aussi de les nommer. Hein. Non, mais c'est vraiment dire non, mais la MeToo va trop loin. Qui n'a jamais été agressé sexuellement, ça va une main sur la chatte, c'est pas grand chose. Et puis vous ramenez le racisme dedans, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aussi durant l'agression sexuelle présumée, ce que Juliette Favreul a reconnu, c'est qu'elle a passé la main dans les cheveux de Nadège Boursoundiane dans son afro sans lui demander, en mode t'es un bon toutou, quoi. Donc il y a vraiment tout ça et horrible personne. Et en fait, surtout lors du procès, elle a quand même souligné le fait qu'elle savait pas que ce geste était un geste post-colonial. Donc quand on emploie ce genre de terme dans un tribunal, c'est aussi pour réveiller les réacs qui nous soutiennent en mode de voyez, c'est cette nouvelle génération de fragiles, tout est colonial, tout est machin, on peut plus rien dire. Qui voit des dominations partout, etc. Et puis surtout, elle a dit quelque chose qui, moi, m'a le plus choqué. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas, en fait, agresser Nadège Boursoundiane parce que c'était quelqu'un de beaucoup trop imposante. Donc on revient encore à la masculinisation des femmes noires. C'est très, en fait, c'est pour ça qu'en fait en tant que sale personne vraiment. Mais en tant que femme noire, nous on vit pas les agressions sexuelles de la même manière. En fait, soit on est hyper sexualisé, ou bien on est renvoyé à un présumé supposé statut d'homme. En fait, virilisé par les agresseurs, par les ou pas agresseur, hein, parce que c'est ce qui se passe systématiquement avec Aya Nakamura. Là, on parle à un footballeur. Oui, c'est ça, un avant-centre et compagnie. Et après, là, ça devient grave quand on est dans un cadre d'agression sexuelle présumée, et qu'en fait, ça devient un argument au tribunal de dire mais c'est pas possible, moi j'aime pas les femmes, et en plus ça fait 1m80, comment je pourrais l'agresser sexuellement. Enfin ça on est vraiment sur du niveau zéro d'excuses d'agresseurs, quoi. Mais le pire c'est que ça marche en fait, ce type d'excuses. C'est que quand ça concerne... Parce qu'en fait, il y a tellement j'allais dire un impensé, même pas un impensé, mais il y a vraiment de clichés racistes dans la tête des gens de notre société qui est systémiquement raciste. Donc on te dit, ben oui, une femme noire, elle est imposante et c'est impossible pour nous, parce que leur physique est tellement imposant, on peut pas les agresser. C'est plutôt elles qui agressent. C'est plutôt, ou bien pour les hommes, c'est plutôt eux les agresseurs. Et Tracy Gotoas, qui témoigne dans notre enquête, fait part de la même chose, c'est-à-dire qu'elle est souvent perçue, elle a vécu du sexisme sur les plateaux de tournage, parce qu'en fait on la voit comme une femme noire en colère, donc une angry black woman, qui serait pas perçue comme une victime aussi. Et ça a des conséquences le jour où tu décides de porter plainte, en fait. C'est-à-dire qu'une femme blanche, en fait, ce que je disais, qui a l'air un personnage tiré des films de Hitchcock,
époque, en fait, on va avoir de l'empathie pour elle. Bien sûr. C'est quelque chose que je répète systématiquement dans les interviews dès que je peux, mais il y a un pendant empathie qu'on a tendance à mettre de côté, où en fait, on va avoir plus d'empathie pour une femme blanche, blonde. Enfin, quand je dis blonde, c'est parce que c'est... c'est le cliché. C'est un peu un cliché, mais ou presque, hein, parce que Julie Godrèche, elle est blonde, hein, je suis désolée, Adèle Haenel, elle s'attire vers le blond aussi. Enfin, c'est dans le sens où on va voir ces personnes comme des personnes douces, comme des personnes qui doivent être protégées, comme des personnes qui... Enfin voilà, et en fait, ce qui fait que, bizarrement, paradoxalement, pour une femme noire, quand on a besoin d'aide ou quand on a besoin qu'on puisse avoir un peu d'empathie, de bienveillance, en fait, on la trouve pas. Et ça, c'est le plus dur. C'est aussi parce que les femmes noires ne représentent pas la féminité, en fait. La féminité considérée comme classique. C'est-à-dire, tu es une femme blanche, toute mince, tu as une petite voix, petite voix fragile. Dans l'espace public, on ne te voit pas parce que, t'es pas... ça, dans l'inconscient collectif des gens, la féminité, ce n'est pas une femme noire. Enfin, les femmes noires ne sont pas elles parlent des femmes. fort, etc. Non, mais oui, c'est ça. Et donc, forcément, quand tu vois qu'une femme noire qui ne représente pas la féminité est agressée sexuellement, tu dis, ah, mais comment est-ce qu'elle a pu être agressée sexuellement? Mais elle aurait pu se défendre. Ah, mais blablabla. On a pour Nafissatou Diallo, par exemple. Ah non, mais ça, c'est le GOAT numéro 1, et surtout, c'est l'affaire DSK, ça lance le mouvement MeToo. C'est ça. Alors, je ne vais pas redire ce que j'ai lu sur elle, sur les réseaux et tout, mais c'était vraiment un truc, mais c'est pas possible qu'il l'a... Exact. Ben non. Elle est trop moche. Regardez-la, regardez sa femme, c'est pas possible qu'il l'agresse. Et ça, je tiens à préciser que c'est des termes que moi j'ai aussi entendus dans ma propre famille. Hein. Sur Nafissatou Diallo, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un mépris déjà parce que c'est une femme ouest-africaine, femme de ménage, grosse, et toi t'es là, genre, en fait, on est au plus bas de la société. C'est aussi pour ça que, quand la dernière fois on avait aussi parlé de Rachel Keke, qui n'est plus à l'Assemblée aujourd'hui, mais qui était l'unique personne qui avait certainement dû réellement souffrir parmi ces 577 députés, parce qu'en fait, elle est au plus bas de la société, celle qui est le personnage le plus méprisé. Donc une femme noire, femme de ménage. Bien sûr. Grosse. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui à l'époque avait parlé de troussage de bonne pour dire que c'était... ça va, c'est du troussage de bonne. Il y a un droit de cuissage. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes là, j'ai le droit, j'y vais. Enfin, après, c'est... leur corps, il est disposable, quoi. Parce qu'elles sont en bas de l'échelle sociale de tout ce que tu veux. Donc forcément... moi, la question que je me posais aussi, c'est... on a vu que MeToo a pris... à un moment donné, parce que c'était, comme vous le disiez, des femmes connues, blanches, qui ont porté le truc, alors que MeToo, à la base, c'est un mouvement qui est porté par une femme racisée américaine. Tarana Burke, Voilà, exactement. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, MeToo, le mouvement tel qu'il a existé, a volontairement, involontairement invisibilisé les femmes racisées? Est-ce que MeToo, est-ce qu'il y a une entité? C'est assez difficile. Est-ce que c'est une entité, un mouvement? Est-ce que c'est des gens qui... Enfin, quelle est la place des femmes racisées dans le MeToo général aujourd'hui? Mais en fait, le souci, c'est que dans chaque mouvement politique, les femmes racisées sont invisibilisées de manière naturelle. Là, avec MeToo, ça s'est fait assez naturellement. Tu as Alyssa Milano qui tweet MeToo, c'est la première à le faire. C'est Alyssa Milano qui a créé le hashtag. Ouais. Et ça, en 2022, on fêtait les 5 ans de MeToo. Dans certains reportages, etc., on entendait encore que c'était Alyssa Milano qui avait créé MeToo. Alors qu'il y avait eu énormément d'articles, de reportages, de tout ce que tu veux sur Tarana Burke, que ce sont bien évidemment des personnes noires à l'époque, en 2017, qui ont dit oh non, c'est pas Alyssa Milano, c'est Tarana Burke. En fait, le problème, c'est que c'est assez symptomatique de tout mouvement social, politique, tout ce que tu veux, que ce soit MeToo, mais même dans le féminisme de manière assez globale. Dans les gilets jaunes, c'est un autre sujet. Oui, c'était une femme noire qui a commencé à donner sur... pardon. Et en fait, elle a été... Bon bref, mais c'est un autre sujet. Oui, non, mais tu vois, puisque apparemment, on a toujours... les gens ont, j'ai l'impression, besoin d'avoir un visage, une icône, une iconisation pour un mouvement politique. Là, Priscilla, par exemple, les Gilets jaunes, c'est pas elle qui la représente. MeToo, c'est Drouet à un moment qui avait pris la place c'est ça. Voilà, c'est ça. MeToo, c'est pas Tarana Burke qui représente MeToo. On va dire que ce sont toutes les femmes qui ont parlé. Là, tu vois, par exemple, ce sont toutes les femmes qui ont parlé, mais là, par exemple, l'iconisation, elle ne marche pas, parce que c'est une femme noire qui a lancé. Il y avait eu Asia Argento aussi, qui était très dans le truc. Alors, Asia Argento, je tiens à préciser qu'elle s'est quand même refait prendre le col, parce qu'elle a aussi des
casseroles d'agression sexuelle Ouais, sur mineurs. Tout à fait. Tout à fait. Aussi, voilà. Et pareil, en 2018, il y avait la fameuse une du Time personne de l'année. Et les personnes de l'année, c'était les Silence Breakers. Donc les femmes qui avaient brisé le silence. Plein de femmes sur la couverture, plein de femmes blanches. Donc c'était une couverture, tu sais, qui je sais absolument pas comment l'expliquer. Qui se déplie. Tarana Burke, elle était tout Donc, au pour bout. la voir, fallait. Tout au bout. Tout déplié. Ouais, il y a des questions dans le chat parce que je voulais dire parce que moi je vous oublie pas, c'est Samo et Christelle qui sont en train de converser entre eux. Ils savent le chat que je les aime de tout mon cœur. C'est juste que quand j'ai des invités d'une telle classe, des invités si incroyables, c'est que moi je bois leurs paroles et j'ai tendance à oublier un peu le chat. Alors, et c'était avant le Kinvey, je crois. Kinvey a fait une chanson sur Rafisa Diallo. Oh putain, lui, si vous savez ce que je pense de lui, bref. Non, le problème à l'hôpital, dans la discrimination à recevoir les soins, donc le syndrome méditerranéen. Je crois, non, Lalieu avait une question, je crois que aussi notamment concernant le procès, c'est ça, ou je sais plus, ouais, c'est ça. En fait, Lalieu, on parlait du procès entre Juliette Favreul, donc une productrice blanche française, et Nadège Boissondienne, une actrice noire française, qui s'est passé en 2023, avec des faits qui remontent de 2022, où en fait, Nadège a accusé Juliette Favreul de lui avoir touché le sexe, en fait, d'avoir essayé de remonter sa main jusqu'à son sexe lors d'une soirée. Donc on parle d'une agression sexuelle. Qu'elle a porté plainte le lendemain et que Juliette Favreul, à l'issue du procès, a été relaxée. Et elle a été surtout soutenue. Et voilà, ce dont je me souviens, maintenant c'est ce que je voulais rajouter, c'est que les personnes, le lendemain de l'agression, Nadège Boissondienne a reçu par texto plein de soutien, de messages de soutien de la part du collectif, sauf que ces mêmes personnes qui la soutenaient sur le papier, mais sont venues du côté de Juliette Favreul pour le procès. Waouh! Ont été témoins de moralité. Les traîtres! Témoins de moralité pour le procès. Randall, quoi. Non, vas-y. Ouais, témoin de moralité pour le procès. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jour du procès, donc Nadège Boissondienne n'y est pas allée, mais Juliette Favreul y est allée, accompagnée et très très bien accompagnée de Thierry Frémaux, donc le directeur du Festival de Cannes. Voilà, le délégué général du Festival de Cannes. Donc déjà, quand tu vois ça, comment est-ce que tu veux prendre la parole? Accompagné d'Anel Jaoui aussi, membre de 50-50. Ils sont vraiment venus en bande. Elle était accompagnée de gens très puissants. En fait, comme une espèce de protection, protection, mais aussi d'espèce de pression, en fait. Parce que comment est-ce que tu veux parler quand tu vois ça? Ouais. Mais c'est intimidant. Tu dis de toute façon, est-ce que je vais pouvoir arriver au bout de mon truc? Tu dis autant laisser tomber, quoi. Et pour le coup, Nadège Boissondienne, elle tourne encore, mais du coup elle tourne beaucoup moins depuis cette affaire. Elle fait de la scène un peu maintenant. Oui, elle fait de la scène. Elle a fait un spectacle il y a pas longtemps qui a fait ça le comble vraiment pratiquement tous les soirs. Invité, mais j'avais pas pu y aller. Mais pour le coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a invité beaucoup de gens, mais il y a quand même beaucoup de gens qui soit ne lui ont jamais répondu, ou soit lui ont dit au vu de ce qui s'est passé, machin, je ne cautionnerai pas, venir voudrait dire que je cautionne ce que tu as fait subir, machin, tu vois. Tu as fait subir? Bah oui, parce qu'en fait, parce que 48 heures de garde à vue pour quelqu'un qui n'est pas censé être une délinquant, qui connaît pas tout ça, en fait, c'est trop, en fait. Ça a été un déshonneur total, en fait, c'est plutôt ça. Et puis elle a fait une interview ensuite de réhabilitation dans Elle. Dès le lendemain. Dès le lendemain. Et en fait, moi, c'est plutôt le côté... la place aussi des médias en fait dans tout ce petit jeu je m'interroge énormément aussi là-dessus, c'est ce côté où si à la limite si dans les espaces on va dire d'acteurs ou de personnes concernées de militants en fait on met pas les personnes racisées en avant, les médias ne font pas leur travail aussi, tu vois, ils arrangent pas les choses aussi, enfin je veux dire mais justement on en avait parlé quand tu es venu pour le stream populaire. Est-ce que c'est pas compliqué justement en tant que journaliste vous-même de vous poser des questions, de savoir est-ce que le métier de journaliste est pas entravé ou alors ne permet pas de mettre en avant toujours ces questions? Par exemple, là, on parle de l'interview qu'elle a eu directement dans Elle le lendemain. Donc, utiliser la presse pour laver son honneur, mais peut-être de salir du coup derrière... Quelqu'un d'autre. Pardon, du coup, ta question, ça, moi, j'ai pas... Mais le rôle de la presse dans tout ça, est-ce que la presse, du coup, n'a pas
un rôle parfois Mais négatif. je vais te donner un exemple le plus. J'ai eu du mal à dire parce que j'ai eu peur que vous me sautiez dessus. C'est non, on va pas te sauter dessus, t'inquiète. L'exemple le plus récent, c'est celui de Caroline Fourest. Caroline Fourest a sorti son pamphlet, son brûlot rempli d'inexactitudes et de mensonges contre le mouvement MeToo en disant clairement, comme tous les réacs, que ça allait trop loin. Et en fait, elle a fait la tournée des plateaux télé. Donc, ce qui est quand même assez grave pour un livre qui, encore une fois, je précise, bourré d'inexactitudes. Et de mensonges et de complotisme. Elle ne cite pas, mais elle parle de l'affaire entre Juliette Favrelet et Nadège Boisson-Diagne sur les plateaux télé, tu vois, en disant, bah voilà, vous voyez, c'est un exemple, ça allait trop loin. Et en fait, si tu veux, c'est aussi, moi, ce que je reproche aussi à certains journalistes, c'est aussi de laisser aussi en roue libre sans faire le travail de contradiction. Checker. Parfois, je me demande beaucoup, quand on invite des gens, c'est quoi aussi notre but? Est-ce que c'est seulement de faire des relances? Est-ce que c'est uniquement d'avoir quelqu'un de connu sur le plateau, donc on est content, ça va faire des bonnes petites vidéos punchline sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que ton but, c'est vraiment d'essayer de creuser, de lire en profondeur, d'analyser, parce qu'au final, si tu bouscules trop une personne, mais elle voudra pas. En fait, les journalistes, c'est pas les premiers à bousculer leurs invités concernant de la promotion de livres, hein. Surtout quand c'est de la merde. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont les laisser en roue libre, et c'est souvent les invités qui sont en plateau qui vont devoir faire leur travail. Ouais. Tu vois, et moi, des fois, ça m'interroge parce que je me dis, bon, si on est un peu logique, tu te dis que, bah, en fait, puisque tu m'es rentré dedans lors de la dernière mission, je reviendrai plus. Tu vois, c'est un peu ça le jeu, tu vois. Mais je dis, bah, dans ce cas-là, tu fais pas ton travail de journaliste. Caroline Fourest, on l'a laissée en roue libre sur plein de plateaux télé, quoi. Sur des propos qui sont gravissimes. Et Yatos demande, et vous avez des informations dans le domaine du doublage? Vous savez que c'est un monde qui est encore un peu méconnu, mais ce serait intéressant, peut-être à l'avenir, peut-être. Alors, bon, déjà, deux choses. Déjà, le doublage, il y a pas mal de personnes racisées dans le doublage. Parce qu'on les voit pas, du coup. Exactement. Exactement, parce qu'on les voit pas, donc c'est mieux de doubler. Moi en tout cas j'ai un projet, pas forcément sur le doublage, mais sur les acteurs noirs en France, que j'aimerais beaucoup développer, et je sais que je vais aller creuser dans ce milieu du doublage aussi, parce que c'est souvent, alors au contexte, hein, on parle d'intermittents du spectacle, voilà, que c'est des personnes qui ont tout simplement besoin aussi de vivre, et donc qui acceptent beaucoup de rôles de doublage, notamment pour des films américains où on a eu plusieurs acteurs noirs, donc celui qui faisait la voix de Will Smith qui est décédé. Non, Medondo, c'était Eddie Murphy. Eddie Murphy, pardon. Et donc, il est encore vivant. Oui, et donc ce qui fait qu'en fait on a tout un panel en fait d'acteurs et de comédiens noirs ou racisés ou pas, hein, parce que c'est pas que des personnes racisées qui font les doublages, qui sont totalement méconnus, mais qui deviennent de plus en plus connus à travers les réseaux sociaux, parce qu'il y a des communautés de fans qui s'intéressent tellement aux séries et aux films, en fait, qu'ils creusent aussi dans le pendant du doublage, qui est très bien. Mais j'adorerais avoir plus d'infos, désolé à vous livrer là-dessus, mais ça sera pour une autre fois. Figurez-vous que par le Moicast, j'ai vraiment pas mal de personnes du doublage qui me follow. Je sais pas pourquoi particulièrement, mais des personnes racisées qui font du doublage. Ah, mais venez me DM, s'il vous plaît, venez me DM, parce que moi j'ai trop de trucs à vous demander. Si vous voulez, je mettrai un petit truc sur Insta, parce que c'est plutôt sur Insta, en mode si vous cherchez des gens, si vous avez envie de faire un truc un peu là-dedans, je peux vous donner des contacts. Et en plus des personnes qui sont engagées, hein. Mais je sais pas si c'est facile de vivre cet engagement-là quand tu es professionnel du doublage, mais en tout cas c'est intéressant. Alors comment Masek dit comment Télérama, les cahiers, etc. ont couvert pendant des années aussi. Bah, c'est la même chose que ce que je te disais. Bah, au couvert. Les VSS. D'accord. Oui, enfin, je veux dire, c'est aussi des journalistes qui ont une exclusivité sur des films, sur des tournages avec des acteurs et des actrices. Si tu commences à trop ouvrir ta gueule et à pas parler de ce que la prod veut, c'est-à-dire le cinéma, le film, non, ça va pas le faire. C'est comme l'acteur Nils Arestrup qui est mort, et là, tu vois, j'ai eu un petit espoir parce que ça allait parler de ces histoires et tout. Non, mais justement, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que se cacher derrière leur petit doigt, après, je pense qu'il a dû vraiment énerver beaucoup de monde, parce que d'habitude, on est plutôt cool, hein. Alain Delon, il a eu une très belle couverture médiatique à sa mort. Le mec, il a fait tuer des gens. Mais
Donc c'est un vrai truc. Non mais en tout cas Nils, clairement on a bien souligné le fait qu'il a été insupportable sur les tournages, qu'il a agressé des femmes, qu'il a giflé réellement des actrices plutôt que faire semblant. Enfin il y a plein de choses qui allaient pas et je me suis dit ça veut vraiment dire que c'est possible d'arriver à parler d'une personne, de ce qu'elle a fait et pas seulement être dans une espèce d'éloge funèbre, tu vois, grandiloquente, etc. D'un point de vue droit de travail. Ah oui, ce qu'il disait Grand Silence, je vais redire ce qu'il disait Grand Silence. Le seul média d'intérêt, celui qui intègre sa propre critique, comme sur Twitch. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que sur Twitch, nous, le chat, ils peuvent nous dire en direct si on fait de la merde ou si on fait des trucs bien. Et ils peuvent recadrer quelque part nos prises de parole. Alors, faut pas toujours écouter ce que le chat te dit parce que des fois, ça peut être à la marge. Mais c'est toujours intéressant de se dire, moi j'ai dit un truc, et les gens te disent, ah non, ce que t'as dit là, c'est pas factuel, ou t'as dérapé parce que t'as dit un truc, t'as dit une dinguerie. Et c'est vrai que les grands médias, ils ont pas ce truc, et ils le voudront jamais, je pense. C'est pas dans leur intérêt. Ouais, c'est ça. Il y avait pas d'autres questions avant ? Ouais, avant... Désolée. Ah oui, c'est ça. Elle a tourné dans Les Femmes au balcon, effectivement. C'est le dernier film de Noémie Merlan. Donc on part de Nadège Boisson-Diane, mais elle est pas dans la bande-annonce. On la voit. C'est vraiment un rôle, c'est pas un grand rôle secondaire, quoi. Il y a des trucs en bas, il me semble. Très intéressant d'un point de vue du droit de travail, le monde du doublage aussi. Ah ben, je me renseignerai. Vadibé Vassa qui dit Alain Finkielkraut avec Caroline Forest qui disait qu'une main sur un pantalon, c'était pas grave. Le vieux journaliste blanc qui défend l'agresseur. Il y avait aussi cette même défense-là de la part de l'avocate de Nicolas Bedos aussi. Ouais, mais en fait, tous ont eu des qui est la femme, j'ai le droit de le dire, de Benjamin Griveaux. Donc mais il y a des fois il y a des ménages qui font Griveaux qu'on appelle aussi Ziziman. Après c'est du revenge porn, donc c'est un compromat c'est une victime dedans dans l'histoire. Il envoyait des dick pics. Oui non mais c'était consenti. Ah, mais c'était consenti. Ah, d'accord, oui, c'est dans le genre de gars, tu sais, comme sur Twitter ou sur Insta. Non. Il a été victime d'un compromat, donc à la russe, ou à la soviétique, pardon, où en fait, on enregistre un peu comme ce qui s'est passé à Saint-Étienne à la mairie, on enregistre des vidéos intimes de toi et on te fait chanter politiquement. Et en fait, là, la vidéo, elle a fuité massivement. Enfin, moi, je l'ai reçue dans mon téléphone, c'est qu'il y a un problème, mais bien sûr. Moi, j'ai pas vu ce truc. Ah non, mais j'aurais pas dû ouvrir, hein, franchement, parce que. Au final, ces films d'auteur financés par exemple par le CNC, qui sont ceux qui financent les réalisateurs problématiques, ma question est comment ils se retrouvent à pouvoir continuer à être financés pour faire des films. En fait, le CNC, quand ils ont vent de problèmes, il y a ce qu'on appelle l'avance sur recette, c'est-à-dire que les films d'auteur envoient leur scénario, etc. Et le CNC décide de donner une avance sur recette, c'est-à-dire donner plusieurs centaines de millions pour pouvoir ensuite faire en sorte que le film se fasse, etc. Mais quand le CNC, avant qu'il y ait des problèmes, parce qu'il peut y avoir des remontées, le CNC peut décider d'enlever l'avance sur recette, de la retirer. Il y a Maître Renard qui nous dit il y avait un journaliste agresseur dans l'équipe de Télérama qui a été viré depuis MeToo. Bizarrement, il écrivait des articles qui défendaient Polanski. On veut des noms. Ouais, faut donner les noms. Mais en fait, je sais pas, pardon, parce qu'il y avait des commentaires que j'avais lus que je retrouve plus, mais après, en fait, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ah ouais, on est beaucoup, on est 188 là actuellement. Désolé je suis désolée s'il y a des messages qu'on a zappés. C'est pas grave. Et vous pouvez les reposter. Ok. Si vous vouliez vraiment une réponse à vos questions qu'on a passées, je suis désolée, et n'hésitez pas à la remettre, comme ça, ça remonte. Je sors du leurre pour dire que le compromat c'est pas juste le RSS, beaucoup était fait par la CIA aussi. Oui, je suis là pour jeter la CIA sous le bus dès que besoin. D'accord. Et tu as bien raison, on stigmatise pas les Russes ici, c'est juste qu'en fait la personne qui était derrière tout ça, c'est un militant russe. Donc en fait ça ressemblait beaucoup en fait à ce que la Russie faisait à l'époque soviétique, qui continue toujours à le faire d'ailleurs, c'est pas un problème pour eux. Donc voilà. Iris on the Internet dit moi je veux bien savoir comment c'était pour vous de bosser là-dessus et si vous aviez été assez rémunéré pour votre long travail d'enquête. Oui, on a eu un tarif enquête. Voilà. Un tarif enquête, non Oui, un tarif scoop aussi.
Oui, voilà. Ouais. Il faut parler de ça, c'est quoi cette histoire? J'aime bien. En fait, il y a certains médias qui, lorsqu'on livre une enquête, ils donnent pas les tarifs habituels. En fait, il y a un tarif enquête qui est beaucoup plus élevé. Voilà, parce que bosser sur une enquête, ça prend du temps, etc. Bon, après, ça prend toujours beaucoup plus de temps qu'on ne le pense que prévu de travailler sur une enquête, mais il y a certains médias qui décident quand même d'aligner et de faire en sorte qu'on soit plus rémunéré que ce qui est prévu de base, quoi. Voilà. Et cet arrêt scoop, c'est pareil, c'est dans le sens où à partir du moment où on ne sait pas, on parle pas d'actualité, on a une information que quelqu'un d'autre n'a pas, le média prendra ça en compte et te rémunérera plus. Après, on n'est pas sur des tarifs grandiloquents, hein, je veux dire, encore une fois, on est loin d'être sur des tarifs grandiloquents, mais en tout cas, nous, on a travaillé dans de bonnes conditions. Et on dit vraiment pas ça parce que c'est la déferlante. Enfin, si c'était vraiment atroce et que je pense qu'on défendrait pas autant notre travail. Et pour le coup, moi, j'étais surtout contente de me dire que pour le coup, c'est un média donc féministe avec majoritairement des femmes blanches aussi à leur tête qui ont fait aussi ce constat-là. Nous, on a évidemment fait ce constat aussi il y a des années, mais quand on n'a pas le pouvoir éditorial de mettre ça en place, ça fait toujours plaisir de se dire bon, au moins, on va pas se battre avec notre red chef pour essayer de la convaincre du racisme ou de la véracité des choses, et ça déjà tu rentres dans des conditions de travail déjà meilleures. Et même sur les mots, en fait, il n'y avait pas de débat sur certains mots qu'on voulait bannir, sur certains mots qu'on voulait absolument mettre, et même sur l'illustration aussi, tu vois, il n'y avait pas de débat. On a été vraiment écoutés pour le coup éditorialement, ce qui n'est pas forcément possible ailleurs dans des rédactions, parce que l'écrasante majorité des rédactions françaises sont blanches, très clairement, mais je pense pas que l'échange aurait été aussi serein avec d'autres rédactions. Et il y a d'ailleurs Fomosli qui demande est-ce que l'enquête a été proposée à d'autres médias? Non, on a été engagé par la déferlante pour faire cette enquête. Et d'ailleurs, si vous voulez accéder à l'article, il est épinglé dans le chat actuellement. Sachant vous ne le trouverez pas en intégralité si vous n'êtes pas abonné, et que vous pouvez trouver l'intégralité de l'article donc en librairie. En librairie. Donc c'est en achetant la revue. Il y a tout, hein? Alors ça veut dire que toi t'as un abonnement, ou alors tu as vidé le cache. T'as fait quoi? Non, j'ai rien fait. Ou alors peut-être que ça a été non, ils l'ont peut-être débloqué. Ouais, peut-être qu'il a été débloqué. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si ça a été débloqué? Mais moi j'ai accès à tout. Bon apparemment Samo est en surhomme, il a accès à tout. L'article est complet. OK. Complet. Ouais. Ah OK. Il a été débloqué, très bien. Très bien. Ah, vous l'avez en intégralité? Ouais. Mais on va remettre un petit message pour les gens qui n'ont pas lu notre article. C'est très bien. Je suis très contente. Ah, ça devait être les premiers jours peut-être, quand c'est sorti, parce que l'enquête est sortie le temps que les gens aillent en librairie, etc. novembre. Mais c'est trop bien s'il est en intégrale maintenant. Donc du coup, vous avez accès dans le chat au nom des agresseurs. Parce que nous, on est toujours un peu réticentes à le dire. Disons qu'on n'est pas protégé légalement si on drop le nom des agresseurs. J'ai pas le droit de le dire, le nom. Ah si, toi oui, mais à tes risques et périls. Si toi, c'est toi, oui. Par exemple, j'ai coupé le micro. Ou attends, il y a quoi d'autre comme nom? T'as pas le micro là? Attends. Ou bien le nom de. Ouais. Voilà, ils vont se dire mais c'est quoi les noms? Ouais, ce sont les deux noms d'agresseurs présumés, violeurs présumés dont on parle, et en fait leurs noms sont dans l'enquête. Attends, il y a une question intéressante. Est-ce que vous avez déjà eu des retours du milieu? Ouais, on en a eu pas mal pour le coup, des retours d'actrices. Enfin, par exemple, Judith Godrèche, elle nous a félicité, alors que pour le coup dedans, c'est pas qu'on lui tape un peu dessus, mais il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui est mis en perspective dans l'enquête, vous le verrez. Et elle nous a félicité. Pas mal d'actrices avec qui on a parlé, qui n'ont pas forcément souhaité finalement témoigner, nous ont félicité. Ouais, pas mal de gens du milieu, des productrices. Laurence Lascaris nous a félicité. En fait, on était surtout contents. On voulait surtout que notre travail, que les personnes qu'on a interviewées, qui nous ont fait confiance, aient eu vraiment l'impression qu'on ait restitué aussi leur témoignage. Et ouais, pour nous, c'était surtout c'était l'important. Oui, vous pouvez évidemment dropper dans le chat les noms que vous trouvez. De toute façon, ils n'apparaîtront pas dans le replay, donc j'aurai pas de procès. J'en ai déjà 8. J'aimerais ne pas en avoir plus.
C'est faux, j'ai pas de Ah, ok, procès. j'allais dire merde. J'ai pas de procès, j'ai pas de procès. C'est chaud là quand même. Ça va. J'ai des ops, mais Attends, pas... non, mais sérieux? Non. Ah. J'ai des ops, j'ai des opposants, mais j'ai pas de procès. Ça va. Non, mais vrai, hein. Et tu me tues. Quand tu fais des trucs en ligne, t'as toujours des gens qui t'en veulent. Hein. D'ailleurs, vous avez des ops. Il y a des gens, quand vous avez publié ça, qui vous en ont voulu ou... Bien sûr. Ouais. Moi j'ai des ops, mais pas pour cette enquête. Ah, pour d'autres enquêtes, t'as des ops. Ouais, Ah oui, pour d'autres enquêtes aussi, d'autres bien enquêtes, j'ai des ops, sûr. ouais. Ah, moi j'ai plein de hops, t'inquiète. C'est la street, en fait, le Je journalisme. pense que t'as plus de ops que moi. Oui. Ouais. Moi ça va, je trouve. Ça va? Moi je vis dans la rue quand je croise des hops et tout parce que j'ai écrit sur leurs potes ou je ne sais quoi, ils m'envoient des regards Scarface, ils me pointent du doigt, après je continue ma vie. Ouais, oui, voilà. Ouais, Ça va pas trop loin. Moi, c'est dans les soirées mondaines, si je peux dire ça comme ça, les dîners machin. Ouais. Ok. Ouais. Où il y a certaines personnes qui font comme si qu'elles m'aimaient bien, tu vois, alors qu'en que fait, je sais très bien ce qui a été dit sur moi. Par Ok. rapport à leurs potes, parce que machin, Ouais. t'as écrit sur ma copine. Est-ce que des fois vous avez des regrets en vous disant peut-être que c'est une voie justement qui faire de l'enquête, non? Ouais. Pardon, on a dit non direct, Ouais, mais t'as dit regret. des regrets parce que Finis ta Tu sais, phrase. j'avais peut-être parlé d'autre chose, je sais pas, j'avais parlé de Nutella, peut-être. non, on allait dire non, mais des regrets par rapport au fait de s'être lancé dans cette voie du journalisme qui est l'enquête, qui est le... Ça, c'est bah, autre chose. ah oui, bah, Non, lancer on, des on alertes. regrette pas nos enquêtes. Par contre, la voie du journalisme, c'est un peu différent. C'est-à-dire que on vit, c'est difficile les difficile. conditions de travail de journaliste. Donc, ouais, c'est précaire. En fait, je pense que si on était rémunéré à la hauteur de notre travail, on n'aurait pas de soucis. Hein, c'est Ah, moi, clair. je serais très heureuse Ah ouais. si j'étais bien rémunérée chaque mois, Ouais. tu vois, mais c'est absolument pas le cas. Ouais. Vous avez eu des soucis ou des intimidations, Yatos? Oui. Ah ouais? Ah oui, Ah bien oui, sûr. bien Bah oui, sûr. on le dit dans l'enquête. Alors, Un sans des- dropper de nom, tu racontes. Vas-y, raconte. Non, mais l'une des personnes accusées, en fait, avant même, quand on a, en fait, il y a ce qu'on appelle le contradictoire. C'est-à-dire que à la fin de l'enquête, on va contacter les personnes qui sont mises en cause pour les confronter à absolument chaque point qui les met en cause. Et l'une des personnes mises en cause, on n'a même pas eu le temps de poser les questions. On a juste dit: coucou, votre nom est sorti durant cette enquête. On aimerait vous parler. On a reçu un mail, assez assassin, qui quand même frôlait la menace. Ah. Ouais. Il nous a menacés, je pense qu'on peut le dire. Judiciairement ou physiquement? Non, pas physiquement. Pas Oh, physiquement, d'accord. mais ça frôlait la. Non, la menace C'est- de plainte, quoi. C'était extrêmement, intimidant. Vraiment, mais nous on s'attendait vu le personnage, voilà, mais c'était extrêmement intimidant et ensuite on s'est pas démonté, on lui a soumis nos questions, les questions du contradictoire parce que c'est ce qu'il fait et il a répondu avec un autre mail assez intimidant. D'accord. Et après, nous, on n'était pas du tout étonnés, comme le disait Christelle, dans le sens où sa victime présumée avait une peur bleue de lui. Donc en fait, à un moment, tu te dis, nous, ça marchera pas avec nous, et c'est tout. Enfin, c'est un peu plus, pardon. Mais voilà, moi je suis, nous on est sereine. Hein. Enfin avec Christelle, on a fait notre travail, on a tout bien calibré, on a tout bien relu 100 fois. Enfin, à un moment, on laisse de la place aux personnes qu'on a réussi à avoir, parce qu'il y a des agresseurs qu'on n'a pas eu qui savent très bien qu'il y a eu cette enquête et qui n'ont jamais voulu répondre aussi. Et ce que les gens ne savent pas aussi beaucoup, en tout cas du côté des agresseurs, c'est que chaque enquête est relue par un avocat. Ah. C'est-à-dire que Dans en beaucoup fait, de médias, ouais, c'est on ça. fait en sorte que rien ne soit diffamatoire, que tout soit clean. Donc tout est clean. Voilà, donc en fait, ils peuvent menacer, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de perturbations par la suite. Et pour juste répondre à Gridin, si on a été invité sur le plateau du média pour parler de notre enquête, mais sinon c'est tout. C'est vrai? Moi j'ai une théorie par rapport à ça. C'est le sujet. Parce que ce qu'on disait, c'est qu'il faut que les actrices ou les agresseurs soient vraiment connus pour que les médias s'y intéressent. Dedans, il y a des personnes qui témoignent anonymement, il y a des gens qui sont anonymes, qui sont connus.
C'est leur choix de pas forcément c'est le choix des victimes de pas forcément dévoiler, c'est le choix des victimes de pas dévoiler leur identité. Ça c'est quelque chose qui peut évoluer au fur et à mesure. Il y a des enquêtes qui sont sorties avec des gens anonymes qui ont fini par tout simplement par divulguer leur identité et tout, et ça a relancé l'enquête. Mais oui, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de Judith Godrèche, de Depardieu ou je ne sais quoi, les médias ne vont pas forcément attraper ça et en fait, les médias ont toujours besoin de grands noms. Enfin, c'est ça qui est relou, c'est qu'ils ont besoin de grands noms, parce qu'il faut de l'incarnation tout le temps, partout. En fait. C'est l'époque un peu qui veut ça, et c'est dommage. On met moins en avant le fond que la forme. Il y a des gens name drop dans l'enquête qui n'ont quand même pas répondu. Non. Dès qu'on leur a expliqué que leur nom seront dans une enquête, ils ont répondu. Sauf si je me trompe. De quoi ? En fait, la question c'était. La question, mais toi, enfin pardon. Mais non, la question c'était. Il y a des gens name drop dans l'enquête qui n'ont quand même pas répondu. Non, on fait pas ça. Non, qui n'ont pas répondu, parce que même s'il y a des gens, imagine qu'on drop le nom de quelqu'un et on lui dit bon voilà votre nom est sorti, nanana, mais ils ont tous répondu ceux qu'on a nommés. Oui, ceux qu'on a nommés ont tous répondu. Voilà. Oui. Et donc ce qui veut aussi que, sous-entendu, puisque mon nom n'est pas sorti dans une enquête, je n'ai pas à répondre. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est aussi ça le truc, hein. Donc faut pas s'attendre à ce que quelqu'un réponde si en plus de ça il a la sécurité de l'anonymat entre guillemets, quoi. Oui, voilà, exactement. Franchement, je sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé encore rajouter sur... Là, ça fait à peu près 1h20 qu'on a commencé la discussion. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous auriez aimé ajouter sur le sujet ? Alors, parce que je me permets, parce que Samo a préparé l'interview et en fait, en face, il y a la préparation, donc je relis tout simplement tes notes un petit peu et je vois que tu as souligné le fait que plusieurs personnes qu'on a interviewées ont été droguées ou du moins ont été victimes de soumission chimique. Avec le procès Pellico, c'est vrai qu'on parle énormément de soumission chimique. On rappelle que on est loin du classique un anonyme en boîte de nuit qui nous verse du GHB et qui nous ramène chez nous. Ça peut être une soumission médicamenteuse comme ça s'est passé pour Pellico. Ça peut être aussi l'alcool est une soumission chimique. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé donc pour Marisa et pour Gwyn. Oui, vas-y. Alors juste, on a eu un raid de Mama Paprika. Mama, je fais pas la fête du raid cette fois-ci parce qu'on a une interview super sérieuse sur les VSS dans le cinéma. Mais merci pour les 130 personnes qui arrivent sur ce raid. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super. Donc du coup, on parlait de la soumission chimique. La soumission chimique. Voilà. Un peu moins funky fresh, mais promis, on va. Voilà. Mais oui, donc en fait, dans notre enquête, il y a 2 personnes qui ont subi de la soumission chimique, une tentative de viol qui n'a pas abouti et malheureusement donc 2 viols, donc un viol présumé sous soumission chimique. Et en fait moi le contexte c'est assez intéressant parce que dans le premier cas, donc Gwyn, elle explique que c'était un réalisateur est-asiatique comme elle, donc racisé, qui l'a mis en confiance. Abus de confiance totale, quoi. Parce que t'es dans un milieu blanc, t'es aussi pareil pour Myriam aussi, donc l'autrice qui était donc victime aussi d'un auteur afrodescendant. Quand on a une personne qui partage sa condition aussi raciale, ses origines culturelles, tout ça, on se sent en confiance. T'es dans un milieu blanc, tu connais pas les gens, tu vas plus facilement être repéré par des prédateurs qui vont utiliser aussi le fait que vous partagez ce trait en commun, ce lien pour pouvoir t'amadouer aussi. Et ce qui s'est passé avec Marisa aussi, donc l'autre actrice est-asiatique dont on parle dans notre enquête, elle a été victime donc de viol d'après ce qu'elle dit, donc à 2 reprises, à la fois le premier donc chez le réalisateur et ensuite sur le lieu de tournage. Et c'est toujours dans un contexte où le mec il avait invité en disant toute l'équipe sera à la maison, on va faire un gros dîner, elle arrive, il y a personne. Et le piège se referme, et c'est toujours ce petit côté, surtout en France, on est très comme ça, comme disait Léa Salamé, t'as arrêté de boire, t'es chiant, t'es chiant, ça va. Oh, c'est bon là, un petit verre.
Et bah dans le milieu du cinéma qui est un gros milieu d'alcooliques, le journalisme aussi, hein, enfin voilà. Non mais c'est vrai parce que mine de rien, tu as l'impression d'être aussi la chiante de service si tu bois pas un verre, si tu prends pas un rail de coke ou je ne sais quoi, et les conséquences parfois peuvent être terribles. Et je tiens à préciser que c'est des circonstances aggravantes aussi évidemment. Oui, bien sûr. Quand on parle de viol face à la justice. Donc voilà. T'as speedé sur la fin, mais j'aurais lâché les questions. T'inquiète pas, tu peux. Alors, combien de temps dure une enquête comme ça? Elle a duré, je pense 7 mois pour recueillir tous les témoignages, et puis ensuite 2 mois pour vraiment les allers-retours, l'écriture, tout ce que tu veux. D'accord. Juste, je vais remettre du contexte, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés et qui ne savent pas de quoi on parle. En fait, je réalise ça. En fait, on est avec Estelle Janjo et Christelle Murula, qui sont journalistes et qui ont fait une enquête autour des violences sexuelles dans le cinéma, surtout auprès des femmes racisées. Auprès des femmes racisées. Voilà, auprès des femmes racisées. Et l'enquête, elle est disponible, je l'ai épinglée en haut du chat, donc si vous voulez aller lire ce travail, n'hésitez pas à cliquer et aller regarder. Donc je disais 7 mois. Donc. Ouais, 7-8 mois on va dire. 7-8 mois, ok. Il y a une question aussi, est-ce que je me demandais si c'était volontaire de parler du milieu du cinéma spécifiquement? C'est le Gorm qui pose cette question. On s'est concentré sur le milieu du cinéma et aussi la littérature parce que c'est considéré dans le milieu de la culture en France comme des arts nobles. Et aussi parce que quand on parle de MeToo, ça a commencé avec le cinéma. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le mouvement est aussi célèbre au final, parce qu'en fait, ça touche des gens qui sont tellement connus, des gens en fait à qui on est allé voir, on a admiré le travail, on est allé voir les films, etc. Mais nous, on aimerait énormément continuer à le volet de cette enquête en parlant notamment d'un MeToo musique pour les femmes racisées. En France, il y a son pendant. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans les 90 les années 2000 concernant des personnes racisées. Je pense à des chanteuses aussi noires qui ont été lésées à plein de niveaux. On a reçu des messages de gens qui nous ont dit le jour où vous voulez lancer un MeToo musique, vous nous dites, etc. Oui, on aimerait beaucoup se lancer aussi là-dessus, faire une suite. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que même, tu vois, on est sur Twitch. J'avais pas, mais je pense qu'il y aurait des sujets sur Twitch. Tu connais plein de trucs, tu veux nous dire des trucs non, moi je n'ai rien à déclarer là comme ça tout de suite parce que j'ai pas d'avocat. Mais je pense que ce serait intéressant. La création de contenu, on l'a vu sur YouTube aussi, il y avait plein d'histoires. Alors c'était pas MeToo YouTube, pardon, je vais pas dire de bêtises. Je sais plus quoi le nom du hashtag. En tout cas, que ce soit le MeToo stand-up, il y a énormément, on s'est bien rendu compte que dans toutes les couches de la société, il y avait évidemment le patriarcat et les VSS passent par là et que c'était important évidemment de continuer à dénoncer. Et merci dans le chat. Balance aussi, ton youtubeur, ça. Balance ton youtubeur. Merci dans le chat pour les messages de soutien que je vois passer aussi, ça, on les voit. Non, mais ce chat, c'est le meilleur chat de France, je te le dis. Tac. Ça, au-dessus, c'est quoi? Vous avez des liens avec le milieu associatif. Qu'est-ce qui existe pour les victimes? Est-ce qu'il y a des possibilités d'encadrement? Alors, on a déjà parlé, mais on peut en reparler. C'est quelqu'un... Non, c'est Akiba était déjà là, je pense. Mais vas-y, on peut en répondre, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. Dans le milieu associatif, il y a des collectifs qui se sont lancés. Donc, il y a le collectif 50-50 dont on a beaucoup parlé, mais qui existe depuis un moment. Il y a l'ADA, l'association des actrices, qui justement s'est lancée. Et c'est mixte en plus. L'ADA, c'est vraiment pour parler, pour se soutenir en fait, pour que actrices et réalisateurs, d'ailleurs, se soutiennent. Et il y avait un autre volet dans la question que je ne vois plus. Elle est passée la question. Merci. Oui. Mais des possibilités d'encadrement. En fait, le truc. Ouais, il y a la coordinatrice d'intimité. En fait, le truc, c'est que normalement, sur les tournages, il doit toujours y avoir des référents VSS. Le souci, c'est que beaucoup de boîtes de prod sont assez paresseuses et donc les référents VSS sont les producteurs, ce qui arrive souvent. Et le truc, c'est que quand par exemple le producteur a une affinité particulière avec la personne qui agresse, ça pose un problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a vraiment un gros travail qui est mis en place pour faire en sorte que le référent VSS soit quelqu'un de l'extérieur, extérieur au tournage. Après, pour les enfants, il y a toujours un référent enfant, babysitter, etc. Pareil, parfois les gens sont paresseux et prennent quelqu'un qui fait partie de l'équipe, quoi, genre le directeur de casting ou je sais pas quoi. Qui n'est pas donc formé vraiment pour qui n'est pas formé à ces questions. Qui est parfois la personne problématique en question aussi. Aussi.
Il y a quelqu'un qui dit j'aurais aimé savoir quel était le point de départ de votre enquête. C'est aussi parce que bon, je pense que c'est une des personnes qui vient d'arriver, hein, c'est ça. J'ai peur de confondre deux personnes. Pour le point de départ, est-ce que c'est plutôt Myriam ou Nadège? C'était Myriam. Okay. Ouais. Donc Myriam, ça a été le point de départ de notre enquête, donc une autrice afrodescendante qui témoigne anonymement. Myriam, c'est un nom d'emprunt, qui a sorti des livres là et qui accuse donc un finaliste du prix Goncourt dans les années 2020, là aussi auteur afrodescendant, de l'avoir violée. Donc c'était un viol, on peut dire ce qu'on désignerait comme un viol conjugal, puisqu'ils étaient à ce moment-là en couple. Et donc il y a des plaintes qui ont été déposées, la plainte a été classée sans suite, et en fait on s'est basé sur ça aussi parce que pour le coup c'était assez spécifique sur la manière de l'emprise en utilisant le fait d'être afrodescendant dans un espace majoritairement blanc et élitiste, de manipulation qui nous avait aussi poussé à nous dire qu'il devait forcément avoir d'autres cas aussi, et c'est à ce moment-là qu'on a découvert, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils voulaient pas témoigner, hein, mais ils nous soutenaient mais qui voulaient pas témoigner, notamment une actrice noire qui m'a dit c'est pas les journalistes qui remplissent mon frigo. Et qu'elle avait déjà parlé. Quand elle te dit ça, tu ressens quoi? Est-ce que tu te dis tu comprends, ou tu te dis cette personne abuse? Qu'est-ce que tu en penses? Non, en vrai, déjà, la réflexion m'a fait rigoler. Parce que parce que c'est le genre de choses que j'aurais pu dire. En fait. Je calme. C'est juste qu'en fait, et surtout, je la comprends. C'est quelqu'un qui. Ce que j'allais dire, c'est que c'était quelqu'un qui a déjà parlé, qui a déjà dénoncé en fait publiquement le sexisme dans la société, le racisme dans la société, et qui nous a dit, qui me disait que ça lui avait porté préjudice, qu'elle avait eu moins de rôles. Et quand toi t'es une maman, que tu commences un petit peu à avoir des rôles au cinéma, tout ça, tu te dis dans ce cas-là, je vais arrêter de dire les choses et je vais essayer de le faire autrement. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, moi je préfère dénoncer à travers mon art, à travers la pièce de théâtre que je vais monter, à travers le film que j'ai envie de faire dans bientôt. Et ce que je peux tout à fait comprendre, parce que c'est aussi une autre forme de résistance. J'ai pas plus subtil. C'est une autre forme de résistance. C'est une autre forme de résistance, c'est une autre forme d'expression, et c'est. Je dis pas du tout que la solution c'est toujours d'aller voir les journalistes, etc. Parce que même pour nous, parfois c'est un peu frustrant. On écrit des enquêtes, on passe des mois à écrire des enquêtes avec Christelle qui dénonce les violences sexistes et sexuelles, et parfois en fait c'est le jeu. On faut pas non plus qu'on pêche par orgueil en pensant que notre travail va tout changer. Mais c'est vrai que les gens viennent à nous en espérant peut-être avoir un impact, que les gens se réveillent, et ça fait MeToo, ça a été lancé en 2017. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi un peu frustrées du fait que les choses n'avancent pas comme elles aimeraient que ça avance, même si la prise de conscience du sexisme est là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait une prise en compte du racisme et du sexisme dans ces milieux-là aussi. Et là, c'est encore une autre conversation. Alors, l'intersectionnalité, on en a parlé déjà. Est-ce que vous utilisez le concept d'intersectionnalité dans son pendant radical pour rester concentré à oublier personne dans les VSS, comme les personnes racisées sont parfois oubliées? Rester concentré. Ouais, il faut rester concentré, rester focus. Non, mais c'est-à-dire, par exemple, tu parles des personnes handi, par exemple. Alex. En fait, Alex a des choses à nous dire, mais je trouve que comme il peut-être qu'il y a trop de choses qui se bousculent, mais je capte pas. Est-ce que tu dis son pendant radical? Est-ce que tu parles aussi d'autres Non, mais là, il a dit, la dernière fois, il a dit les personnes racisées sont parfois oubliées, donc peut-être que c'est tout simplement par rapport à. Alors, le pendant le plus radical, alors ça veut dire qu'il y a un pendant d'intersectionnalité mou. Il y a le ventre mou de l'intersectionnalité, ça serait quoi? Vas-y, excuse-moi, oh là là. Non, mais pour moi, le ventre mou de l'intersectionnalité, c'est je vais le dire cash, ce sont toutes ces femmes blanches qui estiment que parce qu'il y a une personne noire dans leur équipe, elles sont intersectionnelles. Ouais, d'accord, ok. Pour moi, c'est ça. Oui. Okay. Que utiliser les tokens pour. Pour dire, on a parlé des noirs une fois, donc on est de la grille intersectionnelle. Et il y a le truc aussi de, c'est bon, j'ai discuté une fois avec une personne concernée, j'ai compris. Exact. Il y a une personne, il y a un truc, j'ai été témoin d'un truc qui, moi, m'a vraiment fait péter un peu un câble sur ça. C'est une personne qui se définit, même sur ses réseaux et tout, comme allié. Okay. Genre, moi, je suis un allié,
Alors, allié de quoi? Allié de tout. Allié de tout. Et cette personne qui... Pour les véganes. Et c'est une personne qui a beaucoup de mal à ce qu'on... Mais dis le nom, c'est qui? Non, je sais pas. Je vous connaissez pas. C'est un militant gaucho? Et je me livre. C'est dans le militantisme? Non, continue, Samo. Vas-y, Samo, vas-y, continue. Et cette personne, elle se prétend alliée. Et donc, on peut rien dire, quoi. C'est-à-dire qu'elle est alliée. Donc, c'est un fait, c'est un truc. Et si je lui dis, mais en fait, tu sais, sur ça, t'as un biais, t'as un truc, machin, cette personne, elle peut très, très mal le prendre, tu vois, et penser qu'on l'agresse, qu'on l'accuse, qu'on machin. Et du coup, je dis, bon, bah, si tu dis que t'es allié du racisme, de l'antiracisme, bon, bah, d'accord, ok, bon, ben, tu laisses tomber, quoi. Mais moi, j'ai été un peu surpris, tu vois, de ce truc-là, on dirait que c'est un fait établi que forcément, vu que t'as dit que t'es allié, tu veux pas te tromper, tu peux pas de... Tu vois. C'est un truc qui m'a un peu marqué. Après, oui, moi, il n'y a rien qui m'étonne là-dedans. Il y avait des cas... Non, alors on me disait, ouais, je sais plus... Attends, je redescends un peu. Ah, Glitch, salut Glitch, comment vas-tu? Eh bien, écoutez, on a eu d'autres questions, parce que vous avez aussi un timing, vous, non? Ouais, et on arrive à ce timing-là. Faut me dire les choses, hein. Faut me dire les choses. Hein. Mais écoutez, les amis, malheureusement, il y en avait des messages. Alors, juste peut-être les dernières questions, ouais, et puis après, on va arrêter le live. Ah non, le live va continuer, mais vous allez... Ah pardon, nous on va partir, oui, pardon, désolé. T'as vu, arrêtez ma chaîne, comme elle est pas là, comme je suis pas là, bon c'est bon, la chaîne peut fermer. C'est pas ce que je voulais dire. En vrai, se définir publiquement comme allié, c'est un peu chelou, non? Vous en pensez quoi? Oui. Oui. Ah, mais ça me fait penser, tu sais, à la tribune des hommes... ouais. Ça, je peux vous en parler, je suis dedans. Moi, alors, le truc, c'est quoi? J'ai tellement honte. Non, mais je vous dire le pire truc, j'ai hyper honte. J'ai hyper honte d'avoir été dessus. Donc, j'ai besoin d'exorciser ce sujet. Je ne sais pas, il faudrait que je le fasse en stream. Mais c'est vraiment. Qu'est-ce qui t'a poussé à signer, du coup? Le fait de me dire, putain, on n'en parle pas vraiment, on se positionne pas. Peut-être qu'il faudrait que nous aussi, en tant qu'hommes, on se désolidarise de certains comportements et qu'on dise ouais, vas-y. Voilà. Enfin, c'est comme ça que c'était vendu le truc. Ouais. Et après, j'ai pas vu qu'il y avait Gilles Lelouch dessus. Ouais, après, t'as pas forcément. T'avais le nom dans l'intégralité des gens qui étaient signataires? Franchement, j'ai pris aucun nom, j'ai juste vu la proposition. C'est ça le problème des tribunes aussi. Hein, non, moi, après, j'aurais peut-être dû demander spécifiquement, mais moi, j'ai vu le sujet, je me suis dit, vas-y, on y va. Et en fait, j'ai compris après pourquoi les gens étaient hyper déçus. Enfin, pas déçus, mais. Ouais, vénère de dire ouais, c'est pas votre place, c'est pas comme ça qu'il faut faire et tout, machin. Après, on cherche aussi des manières de faire. C'est-à-dire qu'à un moment, si aucun homme n'avait commencé à prendre la parole pour dénoncer, ça aurait pu être aussi un problème. Moi, ma question, c'est si t'avais pas eu un Gilles Lelouch, par exemple, ou d'autres personnes qui avaient été call-out sur les réseaux sociaux en disant que votre tribune, ça vaut 0 parce qu'il y a déjà plusieurs agresseurs, est-ce que s'il y avait pas eu tout ça, parce que bon, ça fait quand même beaucoup, mais est-ce que t'aurais regretté quand même ou pas d'avoir signé la tribune? Moi, c'est pas forcément ce sujet-là, c'est plutôt les gens qui disaient après que c'était même pas par rapport à Gilles Lelouch ou les gens présents, c'est plutôt la démarche en soi. Et comme on m'a expliqué la démarche, c'est plutôt à ce moment-là je me suis dit ouais, peut-être que sur le coup, bah tu vois, on est alliés, c'est pas un truc comme ça tombé du ciel, c'est aussi comprendre, c'est aussi discuter avec les gens, pas partir bille en tête pour se donner un gage de respectabilité, genre c'est bon, je suis du côté des gentils, c'est bon, j'ai fait le truc. C'est vrai que c'est un peu sur ça, comme ça que j'ai été dessus, tu vois. Ça avait l'air d'un gage de respectabilité, et je pense que c'est ça qui a aussi beaucoup dérangé les autres, parce que quand on me demande, Estelle, qu'est-ce que moi je peux faire aussi en tant qu'homme pour aider la cause et tout, à chaque fois je réponds, même le racisme c'est pareil, hein. Je dis en fait, écoutez. Commencez par écouter les gens. Et en fait, ce qui fait que c'est très bizarre, parce que dans une démarche activiste, on te demande de pas être actif, mais d'être passif dedans. Bah, il y a après aussi l'alternative de relayer juste ce qui est dit. C'est déjà un premier pas. Exactement. Et donc, après, j'ai envie de dire, c'est aussi des choses qui font qu'on apprend aussi, tu vois. Et même si moi, j'ai pas. En fait, moi, mon nom, il apparaît vraiment c'est dans le ventre mou du truc, personne ne l'a capté, il n'y a que moi qui le sait que je suis dessus. Mais j'en parle parce que je me dis, ouais, en fait,
faut jamais croire que les trucs sont acquis, que t'as capté les trucs. Et justement, ce que je reproche aux gens sur l'antiracisme, je peux pas derrière être dans une démarche un peu similaire sur d'autres questions. Tu vois. Mais après, je comprends, il y a Clem qui disait dans le chat qu'il faut reprendre vos potes. Je suis tellement d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, faites le travail qu'on vous demande dans l'ombre, en fait. Parce que là, il y a aussi un petit côté, on veut aussi de la lumière. Et voilà, c'est ça qui peut aussi être dérangeant. Voilà. C'est ça. Eh bien, les amis... Quand on domine des privilèges, il faut avoir écouté pour l'être. Ouais, exactement. Où est-ce qu'on peut retrouver, et Yato demande nos anciens articles, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter, sur Insta. Ouais, moi j'ai un portfolio où il y a tous mes articles. De toute façon, vos liens seront dans la description du replay, etc. Donc le replay, je vais essayer de le faire vite. Mais je suis moi, donc ça va peut-être prendre du temps. Quoique, en général, tu sais quoi ? Challenge, ça paraît demain. Allez, challenge. On fait en sorte de faire paraître le replay demain sur la chaîne YouTube avec tous les liens qui vont bien. Trop bien. Merci beaucoup, Samo, et merci à tous. Merci à tout le monde dans le chat aussi. C'était grave cool. Alors les amis, restez connectés, je reviens. On va passer en mode attente le temps que je raccompagne nos invités. Et voilà les amis, gros bisous, restez. Pardon. Restez, nous on s'en va, mais Samo il reste. Voilà, à toutes. Hop là, je mets le mode attente et je coupe le mic.